Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le coaching du coureur. Le thème, comme vous l'avez compris avec notre petite présentation qui a duré un peu plus longtemps que prévu, sera autour de la Saint-Élion. Et j'ai la chance ce soir d'avoir avec moi Sébastien Champion, qui est coach au coaching du coureur, également entraîneur FFA dans un club d'athlètes proche de Brest, si je dis pas de bêtises, donc à l'autre bout du monde en Bretagne. Et donc, on reçoit également ce soir Thomas Cardin, qui est un athlète élite de trail running, qui fait partie du team Keep Run et qui nous accompagne ce soir pour la simple et bonne raison que c'est le vainqueur en titre de la Saint-Élion, qui a gagné l'année dernière avec un super chrono de 5h41 et 56 secondes. Moi, je me présente, je suis Jean-Baptiste Percher et je serai ce soir votre animateur. Et puis, je suis également coach au coaching du coureur et kinésithérapeute du sport. Et voilà. Thomas nous a fait une très belle saison cette année qui va essayer de bien conclure. Donc, il a gagné au Grand Trail du Ventoux, un 41 km. Il est champion d'Europe en titre de trail qu'il est venu ici sur mes terres à Annecy gagner. Et puis, il a gagné également le 23 km du Mont Blanc et le Grand Trail des Templiers fin octobre. Thomas, si tu veux, je te laisse te présenter un petit peu plus longuement. Oui, bonjour à tous, excusez-moi du retard. Comme quoi, des fois, les derniers connectés à Zoom sont des fois les premiers sur la ligne d'arrivée. Mais bon, voilà, du coup, je m'appelle Thomas Cardin, j'ai 29 ans, j'habite à Chambéry, donc en France, en région Rhône-Alpes. Et puis, voilà, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je fais du trail, et plus précisément, depuis à peu près 7 ans que je pratique ce sport dans le cadre d'essayer de faire du sport performance et essayer voilà de progresser au maximum. Comme tu disais, Jean-Baptiste, cette année ça a été vraiment une année formidable pour moi où j'ai réussi à atteindre plein de mes objectifs que je m'étais fixé dans ma carrière sportive. Et voilà, du coup, cette Saint-Élion, voilà, c'est un événement de fin de saison qui serait un petit peu la cerise sur le gâteau de ma saison 2024. Voilà, et pour compléter, voilà, je suis aussi sponsorisé par Keep Run, la marque de running de chez Decathlon, voilà, avec qui je travaille en collaboration pour, déjà parce qu'ils m'équipent la tête aux pieds et aussi pour créer les nouveaux produits de l'avenir. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est tout récent, hein, ça fait depuis cette année, je crois que tu as rejoint le team Keep c'est ça? C'est ça, c'est un projet qui a juste un an maintenant, qui a Ok, commencé début 2024. ok, super. Je vous propose de vous parler un petit peu du programme de ce soir. Donc Thomas va nous parler de tout plein de choses autour de la Saint-Élion. On va commencer par vous présenter rapidement la course, l'édition de cette année qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est un petit peu plus longue que l'année dernière, 4 km de plus, et je crois qu'il y a peut-être un petit peu plus de dénivelé également. Ensuite, on vous parlera de la période d'affûtage, donc qui arrive juste maintenant, là, jusqu'à la course qui arrivera dans 12 jours maintenant. Euh, Thomas vous parlera également du matériel nécessaire pour ne pas trop souffrir du froid ou de la pluie ou de la neige, tout dépend des éditions, et on verra à quelle sauce vous serez mangé cette année. Il vous parlera également de l'attente avant la course, qui peut s'avérer parfois un petit peu longue, avec les navettes qui arrivent assez tôt pour vous emmener vers Saint-Étienne. La stratégie qu'il peut mettre en place pendant la course en fonction du profil de la course. Avec les difficultés, il vous parlera des différentes difficultés que vous pourrez retrouver dans la course. Et ensuite, on abordera le sujet de la nutrition et de l'hydratation, notamment l'hydratation à cette période de l'année quand il fait un petit peu froid. Puis à la fin, vous pourrez nous poser des questions et on tâchera d'y répondre du mieux possible. Il y a deux endroits où vous pouvez nous poser des questions. Il y a l'onglet questions-réponses, qui serait plutôt les questions auxquelles on répondrait à la fin du webinaire. Et après, vous pouvez également discuter sur le chat. Sébastien essaiera d'être aux aguets si jamais vous avez des questions qui sont plus en rapport avec ce qu'on est en train de raconter en ce moment. Euh, je vous propose de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la Saint-Élion. Donc c'est quand même une course assez mythique hein, qui sera pour sa 70e édition cette année, qui aura lieu donc le samedi 30 novembre avec un départ en général aux alentours de 23h30 pour les athlètes élites
une diagonale qui rejoint Saint-Étienne jusqu'à la halle Tony-Garnier, si je dis pas de bêtises, à Lyon. Elle fait cette année 82 km avec un dénivelé positif de 2273 mètres et un dénivelé négatif de 2598 mètres, donc un petit peu plus de descente que de montée. La course a lieu soit toute la nuit pour les athlètes élites, ou parfois vous pouvez finir au petit matin ou bien en début d'après-midi, tout dépend de votre niveau, mais c'est une course qui débute de nuit, et donc c'est sa grande particularité et sa difficulté également, avec 60% environ de sentiers et 40% en bitume. Et voilà pour les grandes lignes de cette belle course. Thomas, je te laisse prendre le relais et nous présenter éventuellement donc la période d'affûtage. Ou est-ce que tu as envie de rajouter des choses éventuellement sur la course? Oui, sur le parcours, donc on voit, bon, bah, maintenant il est un peu trop tard pour, pour préparer la course. Je veux dire, il est temps de passer à l'affûtage, comme tu disais, mais l'étude du profil est assez importante. C'est pas un trail classique, c'est un trail qui est à à mi-chemin entre l'endurance sur route et l'endurance sur sentier, puisque c'est presque moitié-moitié de répartition. Euh, voilà, avec un trail qui est aussi accessible à tout public, même quand on habite dans des régions non montagneuses, on peut s'y frotter, vu que les plus longues montées font généralement 250, 300 mètres de dénivelé, et ce genre de choses, c'est possible de s'y préparer même en habitant en plaine. Voilà, on reviendra sur le profil au moment de la stratégie de course, mais Oui, bien sûr. on peut tout de suite noter le nombre de ravitaillements qui est assez important. Euh, et puis voilà, le profil qui est, comme tu l'as dit, il y a plus de descente que de montée et qui est plutôt légèrement descendant sur la deuxième partie de course. Donc on reviendra là-dessus au niveau de la stratégie de course, mais voilà, vous pouvez garder en tête ce dessin un peu de profil, ça expliquera pas mal de choses par la suite. Ça marche. J'essaierai de remettre la slide tout à l'heure lorsque tu parleras de Ouais. la stratégie. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de donc, cette période d'affûtage? En quoi elle consiste? Quelles sont tes séances clés? Comment tu vois les choses et quel est l'objectif de cet affûtage? Donc en fait, pour moi, l'affûtage, il y a un aspect théorique, physiologique assez important. Et pour la Saint-Élion, donc l'affûtage, c'est grosso modo, c'est la fin d'une période d'entraînement en préparation d'une compétition. On va avoir un moment où on s'est beaucoup entraîné, la dose de fatigue va être maximale, mais aussi mais on sera aussi très prêt puisqu'on aura fait beaucoup de séances. Le but de l'affûtage, c'est de réduire la fatigue, réduire la charge physiologique sur le corps dans les 10 jours avant, 2 semaines, 10 jours avant la course, pour arriver le jour J, en fait, en sa meilleure forme. Ok. Ça, c'est le côté théorique. Et, et au niveau de cette Saint-Élion, c'est vrai que c'est une course qui est d'autant plus, qui est extrême, dans laquelle il faut être, l'affûtage est encore plus important que d'habitude, je trouve. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour moi, cette Saint-Élion, elle nécessite un affûtage un peu particulier, un affûtage qui est lié au fait que c'est une course nocturne avec un départ à 23h30. Et donc, une course où on passe la journée du samedi à attendre le départ, on court toute la nuit et ensuite du coup, on contraint énormément le corps, on le pousse dans ses retranchements au niveau de la fatigue. Donc, il faut absolument pas négliger cet affûtage, c'est-à-dire une réduction vraiment du nombre d'entraînement, de la charge d'entraînement, en gardant toutefois quelques petites intensités pour rappeler au corps la vitesse, voilà, et surtout insister vraiment tout particulièrement sur le sommeil et la récupération dans cette période de 10 jours avant la course. Peut-être que vous pouvez, vous les coachs, rajouter des aspects théoriques. Moi, voilà, c'est la façon dont je le perçois en tant que sportif, en tant que pratiquant. Moi, je pense que tu as tout dit. Est-ce que Seb, tu veux un petit peu Non, mais compléter? c'est tout à fait ça. Après, Thomas, il rejoint un petit peu la théorie, hein, clairement, hein. On voit bien sur le graphique qu'il y a une phase intensive et derrière une phase d'affûtage. Et suivant le profil du coureur, l'affûtage sera plus ou moins long. Et ça, il faudra l'ajuster en fonction de l'expérience. Et voilà. Donc ça, c'est à bien prendre en compte. Yes, très Voilà, clair. voilà, et pour ma part, voilà, si je pouvais rajouter un dernier conseil
sur cette prépa, voilà, sur cette dernière phase de préparation pour ceux qui vont faire la Saint-Élion, c'est qu'il vaut mieux une séance de moins qu'une séance de plus, puisque tout effort qui fatigue trop le corps là, dans ces 10 derniers jours ben, laissera des traces et malheureusement on va laisser des traces jusqu'au jour J. Et puis à 23h30, puis à minuit, 1h du matin pendant qu'on courra, et ben à ce moment-là, ben cet effort qu'aura laissé des traces, et ben il va revenir, il va revenir nous hanter et il posera problème. Donc on est vraiment dans une attente un peu particulière où il faut vraiment réduire la voilure au niveau de l'entraînement. Ouais, je dirais même voir la séance de trop, tu vois, la séance où tu te fais un petit bobo ou une petite douleur qui pourrait t'embêter sur les derniers jours, des choses comme ça qui peuvent Ouais, être. bon, celle-là, on est tous, ouais, on en a tous peur. Voilà, là, il faut aussi savoir se reposer et quand on est passionné, c'est parfois plus dur d'attendre C'est sûr, que de s'entraîner. Voilà, parce qu'on a juste envie de courir et il faut mieux se réserver pour la suite. carrément. Je pense qu'on a à peu près tout dit. L'idée, ouais, effectivement, c'est d'avoir un petit pic de forme le jour de la course, en tout cas dans une fenêtre qui entoure le jour de votre course. Et c'est grâce à cette réduction progressive de votre volume, notamment, que vous allez retrouver une bonne forme d'état général et une bonne condition physique. On va passer à la suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel nécessaire à une course telle, donc une course de nuit, encore une fois, avec des conditions météo souvent dantesques. Je crois que l'année dernière, c'était assez glissant, si je dis pas de bêtises. Assez Oui, c'est chaque année, sec, je crois, chaque année peut-être. le premier week-end de décembre et chaque année tourmenté par les éléments. Depuis que je fais la Saint-Élion, j'ai l'impression que c'est comme ça. Tu l'as couru combien de Oui, le fois en matériel, tout, c'est quelque Thomas? ça sera ma quatrième participation. Je l'ai couru Quatrième 3 fois, place. là, les Ok. 3 dernières Victoires années. et deuxième place? C'est ça, oui. Et Ok. du coup, je l'ai fait une fois sous la neige en 2021, une fois sous la pluie battante en 2022. Et puis l'année dernière, il faisait sec, mais il avait neigé la veille, je crois, et que ça avait fondu pendant la journée. Du coup, ça avait regelé. L'année dernière, il y avait des plaques de verglas partout sur le parcours. C'était pas très agréable. Ok. Du coup, le matériel, c'est vraiment déjà en temps normal, on s'interroge beaucoup sur le matériel qu'on va utiliser en course, puisqu'on veut le matériel le plus performant et le plus adéquat pour pas que on soit dérangé pendant notre effort. Même à l'entraînement, on peut s'interroger. Là, il se trouve que pour la Saint-Élion, c'est tout particulièrement vrai, puisqu'on va courir la nuit. Donc, le premier, l'indispensable dans le matos, c'est la frontale. Euh, voilà, la frontale, faut l'avoir utilisée, il faut l'avoir, oui, dompté un petit peu cette frontale. Il faut pas acheter une frontale maintenant pour essayer de courir à Saint-Élion. Si vous l'achetez maintenant, alors, je vous conseille d'aller faire une petite sortie le soir ou de nuit sur les sentiers pour la tester, pour essayer d'être à l'aise avec les différents modes d'éclairage. Il faut, avec cette frontale, être prudent, puisque plus on met de la, plus on met des watts dans la frontale, plus on voit, plus on est en sécurité, mais plus on dépense d'énergie. Et du coup, on peut arriver à court de batterie assez rapidement, notamment à cause du froid, parce que quand il fait froid, les batteries se déchargent plus vite. Donc, pour ma part, j'ai une frontale et puis j'emmène tout le temps une petite frontale de rechange toute petite là dans ma poche parce que ça m'est arrivé 2 fois de tomber en rade de frontale en plein milieu du parcours et voilà. Donc pour ma part, je change de frontale au cours de la course. À la mi-course, je demande à mon assistance une nouvelle frontale. Comme ça, je suis sûr de finir la nuit dans des bonnes conditions. Si vous avez aussi un peu ce stress de tomber en rade de frontale parce que vous éclairez fort, alors je vous conseille de vraiment prévoir une pile de rechange bien pleine pour pouvoir changer ben, tout seul ou si vous avez un peu d'assistance, vous pouvez aussi leur demander. La couverture de survie, ben, elle est très utile puisque comme il fait souvent froid et on peut se sentir mal pendant une course, on peut être contraint à l'abandon suite à une petite blessure, une chute ou quelque chose. Et dans ces cas-là, ben, quand il y a beaucoup de vent sur les crêtes des monts du Lyonnais et que il fait des températures négatives, la couverture de survie, ben, c'est vraiment un indispensable hein, parce que là, sinon, l'hypothermie, elle peut vite arriver.
Le système d'hydratation de 1 litre est intéressant. Il n'est pas forcément nécessaire de remplir 1 litre. Pour ma part, je vais courir avec une flasque vide de 500 millilitres et une flasque pleine de 500 millilitres parce que les ravitaillements sont très proches les uns des autres. Il y a grosso modo un ravitaillement tous les 12 à 14 kilomètres. Et du coup, entre ces deux ravitaillements, moi, je cours à peu près 1 heure. Donc, 1 heure de course, on dit qu'en 1 heure de course, on consomme à peu près, on peut consommer jusqu'à 600 millilitres de liquide. Avec les conditions de froid, 500 millilitres, c'est déjà très bien. Voilà, il faudra que vous ajustiez, vous, en fonction du temps de course que vous mettez entre chaque ravitaillement. Voilà, pas forcément faire à la distance, mais plutôt faire au temps de course. Si vous avez prévu de courir 1 heure et demie, 2 heures entre chaque ravitaillement, alors dans ces cas-là, je vous conseille de partir avec un peu plus que 500 millilitres d'eau. Le vêtement de pluie, donc c'est un kawaii classique de pluie de trail. Voilà, il faut l'avoir. Pour ma part, euh, pour ma part, je le porte sur moi directement. Je l'utilise en deuxième couche. Voilà, ma stratégie, moi, pour mes vêtements, c'est de mettre un collant long, un collant long, et puis un t-shirt en mérinos manche longue, et ensuite par-dessus, je mets mon vêtement de pluie. Et normalement, ça, avec des gants et une petite cagoule, ça suffit pour ne pas avoir froid quand on fait un effort intense. Donc le vêtement de pluie, je le mets sur moi. La réserve alimentaire, le sifflet, bon bah voilà, ça c'est du matos obligatoire. Et le coup de vent, ça m'étonne un peu. Je crois que l'année dernière, il n'y avait pas vêtements de pluie et coup de vent. Ouais, Du je coup, il me pense que c'est semble un qu'il peu y la avait même juste chose. vêtements de pluie. Ouais, alors là, c'est vrai que j'ai regardé hier ou avant-hier, j'ai regardé, il y en a en effet écrit un vêtement de pluie et un coup de vent. À voir ce Hmm. que je ferai cette année, je demanderai peut-être à l'organisation. C'est vrai que ça fait un peu doublon, surtout Ouais. qu'on met rarement un coup de vent et par-dessus le kawaii. Donc voilà. Voilà, le matos obligatoire, il y a équipement adapté à la météo. Eux, ils préconisent du coup le collant. Moi, je suis un fervent défenseur du collant. Je cours jamais avec le collant à l'entraînement pendant l'année. C'est la seule fois de l'année où je sors un collant, c'est la Saint-Aignan. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on le verra tout à l'heure, il y a pas mal de temps d'attente, que ça soit avant le départ, que ça soit voilà, sous l'arche de départ, dans la halle du parc d'exposition. Et pendant tous ces moments-là, en fait, si on a les jambes à l'air, eh ben, on perd vachement d'énergie. Donc moi, je conseille vraiment le collant à ce moment-là. Ils préconisent 2 à 3 couches de vêtements. Voilà, moi, j'en utilise seulement 2. C'est parce que aussi, je mets une haute intensité dans mon effort. Je vous conseille de partir avec une couche de plus si vous mettez plus de temps, si vous marchez plus. En fait, c'est pas grave de se découvrir. En revanche, avoir froid pendant 5, 6, 10 heures, alors là, ça peut vraiment être un frein et puis rendre la course extrêmement désagréable. Donc moi, je vous conseille vraiment de partir avec une couche supplémentaire, quitte à devoir l'enlever pendant la course et perdre 2, 3 minutes à enlever la chasuble, enlever le... Voilà, le bonnet, important, très important. Et puis moi, je prends des gants un peu doublés là, avec des gants qui deviennent mitaines là, avec une deuxième poche qui permet de couvrir tous les doigts et les rend comme une mitaine. Voilà, et puis le téléphone et le roadbook, ça c'est des must-have. Grosso modo, on peut même partir sur ce trail-là juste avec une ceinture une ceinture à la taille, tout rentre là-dedans. Voilà, si vous partez sur un plus long temps de course que moi, sur je dirais plus de 8 heures d'effort, alors 8, 9 heures d'effort, je vous conseille quand même de partir avec un sac de trail qui sera plus facile pour ranger les différentes couches, l'alimentation, la nutrition. Voilà. Ok. Et en termes de Est-ce qu'il y a des chaussures, toi, questions dans le chat? Dans le chat, tu vois s'il y a des questions, je peux il y a juste m'interrompre et quelqu'un qui demande s'il faut prendre un coupe-vent et un kawaii. Dans ce qui est écrit dans le règlement, il semblerait ouais, effectivement qu'il considère ça comme deux vêtements distincts. Euh, j'ai l'impression qu'ils considèrent ça comme deux vêtements distincts, à voir. Si ils obligent à avoir deux, voilà, un coupe-vent, un kawaii, ben, il faudra essayer faudra prendre les deux de toute façon, on n'aura pas le choix.
Bon, Yes, il faut se dire aussi que c'est pour notre sécurité, c'est pas seulement pour nous embêter. bien sûr. C'est vrai que la Saint-Élion, c'est quand même pour tous ceux qui l'ont couru dans des conditions un peu dantesques, on est souvent content d'avoir plus de couches et d'avoir toutes les couches nécessaires du matos obligatoire. Et en Au termes de niveau des chaussures, chaussures, tu me tu posais la penses question. partir Ouais. avec quoi, ouais? Bah, les 3 dernières éditions que j'ai courues, je les ai courues avec une chaussure de route Ok. qui avait un cramponnage. Ah, je ne sais pas si je suis le seul à avoir perdu Thomas. Non, non, il y a une coupure. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur la chaussure, effectivement, hein. On est sur un profil de course avec 60% de bitume, 40% de sentier. Quand on voit maintenant qu'on peut courir certains trails avec des chaussures de route, moi, ça ne me surprend pas du tout de ce que dit Thomas. Après, c'est la question du temps, de la météo. Est-ce que voilà, les chaussures sont adaptées à des conditions météorologiques comme celles qu'il y aura à la Saint-Élion? Est-ce que vous m'avez retrouvé? On t'a perdu quelques temps, Thomas, donc Ouais, non, je suis désolé. il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Oui, je disais, j'ai couru les 3 dernières éditions avec une chaussure de route assez polyvalente. Et cette année, je vais courir avec une chaussure de route sur laquelle j'ai rajouté des crampons. Ok. Euh, voilà, parce que la chaussure de route n'était pas assez polyvalente pour être trop lisse pour les sentiers boueux. Euh, Tout dépend du temps que vous voulez mettre. À mon avis, mettre une chaussure de route, c'est intéressant si vous êtes dans une optique de performance. Si vous êtes dans une optique de faire une belle aventure, une belle balade pendant cette nuit blanche, alors n'hésitez pas à prendre une chaussure de trail. La seule limite que je mets à ces 2 points, du choix de chaussures, c'est que si vous choisissez une chaussure de route, alors il faut que vous alliez vous entraîner avec cette chaussure de route sur sentier. C'est indispensable. En revanche, si vous choisissez une chaussure de trail, il faut que vous fassiez vos derniers footings sur la route avec vos chaussures de trail. Parce que on a souvent les chaussures de trail qu'on met seulement sur les sentiers, les chaussures de route qu'on met seulement sur la route. Mais là, les chaussures, elles vont servir à 40 ou à 60% sur un terrain qui n'est pas le terrain de prédilection. Donc, euh, donc voilà, il faut s'entraîner, surtout que, par exemple, emmener des chaussures de trail sur la route, ça peut faire des petites contraintes sur le pied, par exemple des petits échauffements à des endroits qui sont pas ceux d'habitude. Donc voilà, pour que vous viviez bien votre expérience, votre nuit blanche, je vous conseille de tester votre chaussure de trail sur la route ou vos chaussures de route sur les sentiers. Très clair. Merci beaucoup. On a une petite question de Victor Oui, concernant la première couche en laine de mérinos. oui. Thomas, est-ce que ça évacue bien la transpiration? Est-ce que tu n'es pas trempé de sueur avec le vêtement de pluie que tu mets par-dessus, sachant que tu mets du rythme? Si je suis trempé au bout du compte, je suis trempé, mais normalement, avec l'intensité de l'effort, comme je suis sur un effort très intense pendant toute la course, j'ai pas vraiment de moment où je me refroidis. Le mérinos, c'est ce qui, pour moi, évacue le mieux la transpiration par rapport aux autres trucs synthétiques, et puis qui garde quand même je sais pas, je sais pas, chauffant. Enfin, ça reste un matériau qui chauffe malgré l'humidité. Oui, c'est sûr que quand je vais arriver sur la ligne d'arrivée, je serai trempé de transpi, mais c'est le compromis, voilà. Pour moi, c'est le meilleur compromis. Voilà, j'ai testé beaucoup de choses à l'entraînement, beaucoup de choses différentes. Euh, voilà, le vêtement de pluie, ça permet de couper le vent, ça permet d'être un peu plus protégé que le coup-de-vent. Et puis le mérino, c'est un peu plus chaud. Voilà. C'est de toute façon, s'il pleut, il y a aucune veste de pluie qui permet d'être étanche pendant plus de 6 heures, hein. Ça n'existe Oui, pas. non, ça traverse. Ils ont beau vendre des trucs 20 000 Schneider, là, ou je sais pas quoi, là. Ça n'existe pas. Si vous voulez une veste de pluie qui est étanche pendant 6 heures, il faut les vestes des gars sur les bateaux du Vendée Globe. Ça, c'est étanche, mais bon, on peut difficilement courir C'est avec. un peu plus lourd pour courir du coup. Voilà, c'est ça. Donc, Victor et à tous les participants qui nous écoutent, il faut mettre de l'intensité dans la course si vous voulez pas avoir froid. Exactement. Après, plus tu mets d'intensité, plus tu transpires. Mais du coup, il faut continuer. Le pire, c'est de mettre de l'intensité au début, de beaucoup transpirer, et ensuite
si on a un Faut petit pas, souci de réduire la cadence. Là, c'est vraiment la pire option. faut Après, pas si faire vous êtes popcorn, dans un quoi. rythme, voilà, le popcorn subira beaucoup. Après, si vous êtes dans votre petit rythme, j'ai envie de dire votre rythme de croisière où vous vous connaissez bien et vous avez décidé et vous ne faites pas d'efforts supplémentaires, normalement, au vu des températures qui sont quand même très fraîches, on transpire pas trop. Voilà. Ok. Est-ce qu'il faut avoir un collant plutôt molletonné ou un collant plutôt fin? Moi, j'utilise plutôt un collant fin. Je vous conseille le collant molletonné si vous y allez avec beaucoup de marche dans si vous faites beaucoup de marche, je vous conseille le collant molletonné. Il fait vraiment, je me souviens avoir eu quand même vraiment très froid à certains endroits sur les crêtes, là, quand il y a du vent. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est à ajuster en fonction de la météo, hein. Si on a la météo de ces 2, 3 dernières semaines là en France où il a fait des températures plutôt positives, très sèches, etc. Alors peut-être que dans ces cas-là, je partirai en short, peut-être que dans ces cas-là, je partirai pas avec le Mérinos. Voilà, à ajuster en fonction des conditions météo de ces 10 prochains jours et du jour J. Mais si les températures prévoient d'être négatives comme les 3 dernières années, voilà, le collant molletonné, pour ceux qui vont beaucoup marcher, si vous marchez plus de 50% de la course, le collant fin, si vous marchez, je dirais, moins de 20% de la course, ouais, 25% de la course. Ok, très clair. Parfait. On passe à la suite? Alors, Ouais. tu voulais nous parler un petit peu de la journée d'attente qui précède la course. Tu avais pas mal de choses, je crois, à nous dire sur le sujet. Donc, écoute, on t'écoute. Alors pour ceux qui ont déjà vécu la course, c'est vrai que c'est un peu particulier. Il y a une journée qui est très longue, la journée du samedi, où on va chercher les dossards à Lyon et ensuite il faut se rendre à Saint-Étienne. On est un peu en décalé avec tout le monde puisque eh ben, on peut pas vivre notre vie normale vu que bah, le soir on va courir à partir de minuit. Donc moi je vais vous présenter un peu comment je fais ma journée. C'est vrai que cette journée, bah, j'essaie de faire pas trop d'efforts. J'essaie de me rendre sur Lyon assez rapidement. J'y vais en train souvent. Et puis de vite passer pas trop de temps dans la halle Tony-Garnier, qui est l'endroit où on récupère les dossards, qui est aussi l'endroit où on arrive. Il y a le salon, il y a énormément de monde, énormément de foule, ça prend beaucoup d'énergie de se déplacer là-dedans. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pas trop rester sur le salon de la Altony Garnier, à moins que vous ayez vraiment quelque chose à faire d'important. C'est vraiment un coup à perdre beaucoup de jus, vraiment d'y laisser vraiment pas mal d'influx d'énergie avant la course. Récupérer le dossard et puis rester serein dans votre bulle, c'est le plus important. Ensuite, il y a le départ vers Saint-Étienne. Voilà, si vous prenez, la plupart des gens prennent les navettes. Moi, je vais y aller en train, je pense, parce que j'ai mon coach qui m'attend à la gare et que je passe un petit moment avec lui avant la course. Mais voilà, les navettes arrivent assez rapidement au parc des expositions. Et pour ceux qui connaissent pas le parc des expositions, c'est deux immenses espaces, ben, du coup, intérieurs, des grandes salles dans lesquelles il y a des congrès, des spectacles, etc. Très haut de plafond et où il n'y a pas de mobilier. Du coup, bah, il y a une grande foule qui s'amasse ici et c'est pas extrêmement bien chauffé. Je pense, aux alentours mais il fait pas froid, mais enfin, il fait frais. Il doit faire, je dirais, entre 14 degrés dans les salles. Et c'est vrai qu'on va attendre ici assez longtemps, même les élites attendent assez longtemps. Le départ de la course, on peut être amené à y attendre presque 2, 3 heures dans ces salles. Donc, pour moi, une des clés de la réussite de cette course, c'est d'arriver à être, à pas perdre trop d'énergie avant le départ. Et pour moi, voilà, il faut réfléchir à des bonnes stratégies. Il y a pas mal de gens qui amènent leur doudoune pour bien se couvrir. Voilà, tu peux ensuite normalement laisser dans des sacs. Normalement, tu peux laisser dans des sacs qui sont rapatriés à Lyon ensuite. Il y en a même qui amènent leur petit matelas de camping et tout ça et qui essayent de fermer les yeux avant. Tout ça, c'est des bonnes stratégies. Voilà, il faut juste s'y préparer. Si vous n'avez jamais fait la course, préparez-vous au fait que on arrive dans un lieu où il y a tous les coureurs, il y a du bruit, il y a de la lumière, il fait pas très chaud et on va attendre.
et c'est un moment qui prend pas mal d'énergie. Donc voilà, peut-être penser à prendre une couche supplémentaire pour ce moment-là, un bœuf pour se couvrir les yeux, ou voilà, peut-être des boules qui si vous voulez vous reposer. Voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier hein, comme atmosphère. Il y a aussi la gestion des repas dans la journée qui est un peu complexe. Alors, pour ma part, je fais le choix de ne pas changer l'organisation des repas classiques. Je prends déj, déjeuner, puis le dîner. Le dîner un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Je prends mon dîner vers 18h30 au lieu de normalement vers 19h30, ce qui permet d'avoir bien fini la digestion avant de courir. La dernière chose un peu compliquée pour moi, enfin, c'est le passage aux toilettes qui est un peu particulier. C'est vrai que on va courir à un moment où le corps est pas habitué à courir. C'est vrai que au niveau intestinal, etc., ben, c'est pas forcément évident pour le corps et le corps comprend pas forcément pourquoi à un moment où d'habitude on est bien couché dans son lit au chaud, on est en train de courir tout secoué. Donc c'est vrai que ça peut déranger au niveau du transit, etc. Donc faut pas s'alarmer non plus, hein. Ça arrive à tout le monde. Moi, la première année où j'ai couru à Saint-Élion, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois sur le bas-côté. C'est pas très glamour, mais voilà, c'est aussi le, le risque quand on fait cette épreuve à ce moment-là la journée. Pour limiter ça, il faut quand même juste faire attention aussi à ce qu'on mange avant, essayer de pas trop manger trop gras, voilà, manger assez sainement, des glucides, un peu de viande blanche, tout ça, des légumes qui se digèrent bien. Et normalement, si vous respectez vos habitudes alimentaires, normalement, tout va bien se passer. Ok, merci Voilà, beaucoup. je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'attente avant la course. Bah, je pense, hein, c'était assez exhaustif. Ouais, sinon, je peux juste rajouter, oui, que du coup, souvent, ils ouvrent il y a plusieurs vagues de départ. Je crois qu'il y a 3 vagues, mais je me suis jamais trop penché sur la question vu que je suis toujours dans la première. Oui, il y a bien trois, Euh, c'est ouais, ça. ok. Voilà, et du coup, si vous n'avez pas un objectif de performance, si vous voulez juste faire une belle aventure et finir la course en ayant fait vraiment un peu votre exploit perso, etc. Je vous conseille d'attendre le plus longtemps dans le hall parce que dès que t'es dehors, en fait, il fait froid, t'es dans la foule, t'es debout, t'es agglutiné et c'est vraiment pas forcément le bon moment. Si vous avez un objectif de performance, voilà, normalement il y a les sas, il y a des sas, il y a des sas, il y a un sas élite, il y a un sas perf, je crois aussi sur Cotitra. Je crois qu'il est peut-être encore temps de demander à l'orga d'avoir des petites avantages pour entrer là-dedans. Et si vous avez aucun de ces avantages, ben la seule solution c'est de sortir le premier. Il y a souvent un peu couru au moment de l'ouverture des portes du hall. Voilà, de toute façon, rien de sait. Moi, j'ai quand même comme mantra de pas se presser parce que de toute façon, on s'en va tous au même endroit et puis ça va durer un paquet d'heures, donc ça sert à rien de se mettre dans le froid tout de suite, quoi. On a une petite question, Thomas. On Ouais, reviendra sur deux questions qui ont été posées sur le matériel. On y reviendra en fin de webinaire. Il y a ok, un pas de souci. spectateur qui demande, alors la question, elle est pas bête, hein, voilà, il faut quand même poser, hein, est-ce que tu décales tes nuits les jours avant la course pour être pleinement éveillé? Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si certains élites le font. Moi, je choisis plutôt parce que quand on décolle ses nuits, c'est quand même, enfin, je sais pas si vous êtes adepte de ça, mais moi, dès que je fais un décalage horaire, je mets quasiment une semaine avant à m'en remettre complètement d'un décalage horaire, hein, quand tu vas dans un pays étranger. Donc, pour moi, c'est plus stressant pour le corps d'essayer de décaler la nuit. Ça empêche de se reposer correctement dans les jours avant la course. Je préfère être très très bien reposé les derniers jours enfin, grâce à des très bonnes nuits les jours de la semaine avant la course, plutôt qu'essayer de forcer le corps à s'habituer à un nouveau rythme. Voilà, si tu es en forme, enfin, moi, c'est comme ça que je vis, mais normalement, quand tu es bien reposé, que tu es en forme, que tu es à fond, t'as aucun problème pour rester éveillé jusqu'à minuit. Et puis après, dans la vie classique, hein, tu vois, tu fais une soirée avec tes copains, normalement, bah, tu peux tenir jusqu'à minuit si t'es en forme, si t'es pas trop fatigué. Du coup, voilà, il suffit de rester en éveillé jusqu'à minuit, et puis après,
il faut voir quand même qu'il y a l'adrénaline de la course, il y a, il y a quand même pas mal de, voilà, beaucoup d'hormones qui sont dégagées par le fait de courir vite, courir dans le froid, avec les frontales, l'excitation du départ, tout ça. Et tout ça, ça maintient éveillé. Pour ma part, j'ai jamais connu de somnolence pendant cette Saint-Élion. Je pense que c'est une course de nuit, mais c'est une course un peu différente de ceux qui sont habitués à faire de l'ultra et qui sont habitués à passer une nuit dehors. Quand tu passes une nuit dehors à randonner, à aller faire de l'ultra, c'est vrai que tu peux avoir cet effet peut-être de somnolence. Pour ma part, en fait, au vu de l'intensité de l'effort, ça n'arrive pas, quoi. Et j'ai même du mal à dormir après pendant toute la journée du dimanche, tellement il y a de l'excitation et puis voilà, pas de mal aux jambes aussi. Ah, j'ai quelque chose à ajouter sur Vas-y. cette fameuse gestion de course de nuit. Il faut vraiment capitaliser le sommeil la dernière semaine d'avant-course, hein, durant l'affûtage, hein. On appelle ça le sleep banking. Et c'est pas parce qu'on va avoir une nuit agitée la veille qu'on sera pas performant, hein. Ça, c'est vraiment très important. Donc, faut pas décaler ces nuits. Il faut rester sur son cycle normal de sommeil. Et, euh, et voilà, après, l'affûtage se fera naturellement. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais, et comme tu disais, c'est important, c'est quand même un conseil que je donne maintenant dès qu'on me demande sur le sommeil. Le plus important, c'est pas, comme tu disais, c'est pas la nuit avant la course. En plus, cette nuit-là, on dort souvent très mal parce qu'on a envie de courir tout de suite, etc. Cette nuit à J-1, elle est vraiment pas importante. C'est les nuits J-2, J-3, J-4, J-5 qui sont vraiment qui sont capitales dans l'état de forme qu'on va avoir le jour d'une course. Et il y a même des fois où moi j'ai fait nuit blanche avant la course tellement j'étais stressé, etc. Et ça n'a pas dérangé pour faire une performance derrière. Voilà, c'est pas un Oui, c'est souci. plus C'est vraiment les nuits précédentes. ton sommeil au long cours aussi qui fait que tu as une bonne Oui, c'est ça, récupération. Ouais, c'est la ça. dernière nuit, ça peut te stresser, mais c'est aussi parce que tu es stressé que tu dors pas. Donc, mais finalement, Ouais. la course se passera sûrement très très bien. Faut pas s'inquiéter pour ça. Et, et à contrario, en 2022, du coup, moi j'avais une petite fille qui était née en juin, donc elle avait 6 mois, et je dormais extrêmement mal dans la vie de tous les jours. On était réveillés souvent avec mon épouse, on était réveillés 3, 4 fois par nuit, donc quand tu t'entraînes beaucoup, c'est délicat de récupérer. Et sur la dernière nuit, justement, j'avais extrêmement bien dormi à J-1 parce qu'on avait laissé ma fille chez mes parents. Du coup, j'avais vraiment fait une grosse nuit du vendredi au samedi avant la course. Et pour autant, ça n'avait pas du tout suffi pour recharger les batteries parce que j'avais senti vraiment avoir pas trop d'énergie pendant la course du samedi au dimanche. Donc voilà, cette dernière nuit, elle est ni, faut pas la prendre comme le joker pour essayer de recharger les batteries à tout prix, et il faut pas la prendre non plus comme le truc qui va casser ton état de forme, quoi. Une dernière question, Jib, là, avant d'attaquer la stratégie de course, hein. On a Yes. un jeune sportif là, qui s'appelle Antoine Lenné là, sur le groupe Ouais. et qui demande à Thomas s'il prend un petit rappel glucidique avant le départ, vu que tu vas mettre de l'intensité. Est-ce que tu as l'habitude de prendre voilà, un petit gel ou une petite collation glucidique? Oui, oui. Je prends un rappel glucidique juste avant la course. Ouais. Du coup, euh, je dirais dans la demi-heure, le dernier quart d'heure avant la course, je reprends un gel ou une barre ou une pâte de fruits. Et ça me permet, oui, d'avoir les batteries vraiment pleines du départ assez intense, sachant que le repas a eu lieu 3-4 heures avant. Donc, il faut, ouais, c'est important pour moi. Je rajoute même une petite collation vers 21 heures. Euh, voilà, mais tout simple, hein, genre, par exemple, une banane, ça suffit. Du coup, je mange vers 18h30, puis après, je refais une petite banane vers 21 heures, un petit goûter. Et puis après, un petit truc, petit apport glucidique rapide, nutrition de course, un gel, une pâte de fruits, enfin, ce que vous avez l'habitude de faire, quoi. Ok, très clair. Antoine est aussi un petit peu jaloux parce que ta fille apparemment fait bien ses nuits, ce qui n'est peut-être pas le cas d'Emma, la fille d'Antoine. Donc, Ouais, mais elle est plus jeune, sa on n'a fille. pas Elle la est même plus jeune. chance. C'est pour ça.
Donc Antoine Lenné, pour ceux qui ne le savent pas, anime le club de trail avec Seb et Thomas en ce moment. Donc voilà, ils se connaissent bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la stratégie de course? Donc comme on en discutait au tout début, c'est une course qui va être assez roulante entre guillemets parce que peu de dénivelé comparativement au nombre de kilomètres. Donc quels sont tes tips sur le sujet et qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Du coup, pour cette stratégie de course, voilà, c'est bon, moi je suis un adepte de la course prudente, hein, c'est le cas sur toutes les courses que je fais, donc je vais encore militer dans ce sens-là, mais d'autant plus sur la Saint-Élion qui est donc une course qui part à plat, en ville, sur goudron, donc c'est un terrain qui est propice à avoir des allures assez rapides. Il faut quand même essayer de se maîtriser parce que tous les efforts qui sont faits dans la première moitié de course, on va les payer sur la deuxième moitié de course. Pour moi, la stratégie de course, elle est assez simple. C'est une course d'attente le plus longtemps possible. Et puis, pour être encore très, très en forme sur la deuxième partie, la deuxième moitié. Il faut savoir que, je sais pas si vous vous souvenez du profil, mais le dernier tiers de course, voilà, les 30 derniers kilomètres sont globalement descendants. Et sur ces 30 derniers kilomètres, parmi ces 30 derniers kilomètres, les 20 derniers kilomètres sont principalement sur goudron. Donc, à partir du ravitaillement de Soucieux. Donc, à partir de Saint-Genoux, ça descend. Et à partir de Soucieux, c'est principalement du goudron. À partir de Soucieux, on est plutôt sur, je dirais, 70% de bitume et 30% de sentier. Et du coup, sur des parties comme ça, entre Soucieux et Lyon, ça descend, c'est bitume. En fait, c'est des parties où si on veut faire une belle course, il faut courir encore vite. Et c'est dur de courir vite après 4-5 heures d'effort dans la nuit. Donc, moi, je suis vraiment adepte d'une, d'une grande prudence sur cette Saint-Élion, réfréner ses ardeurs dans les premiers instants, notamment vraiment réfréner ses ardeurs au moins jusqu'à Saint-Christophe, si ce n'est jusqu'à Sainte-Catherine. Voilà, être dans être patient. Voilà, c'est pas forcément agréable parce on a envie de s'éclater souvent, mais mettons, le corps remerciera de cette patience par la suite, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de finir entre Soucieux et Lyon en marchant sur le bitume, sur des pentes qui descendent ou qui sont quasiment plates, alors qu'on pourrait courir à 10, 12, 14 km heure selon votre allure, même plus vite si vous êtes très en forme. Donc pour moi, voilà, c'est une stratégie qui est en deux parties. Une stratégie d'attente dans un première moitié de course et ensuite plus investi, plus décidé, voilà, plus ambitieux sur la deuxième partie de course. En termes de particularité aussi, voilà, c'est les ravitaillements qui sont assez nombreux. Vous voyez, il y en a 5 sur les 82 bornes. Euh, je suis pas expert en maths de tête, mais bon, ça veut dire qu'il y en a. Voilà, il y en a un grosso modo je vous avais dit, tous les 12 à 15 kilomètres. Le plus long, c'est celui de Saint-Christ, entre le départ et Saint-Christophe, je crois il y a 20 bornes. Euh, voilà, donc en termes de stratégie de course, il faut pas non plus partir trop chargé. Il y a souvent des bases de vie. Si vous êtes dans l'état d'esprit de faire une aventure et voilà, de finir la course du mieux possible en ayant eu voilà, des belles sensations, etc. Dans ces cas-là, il faut pas hésiter à s'arrêter au ravitaillement, qui sont des endroits normalement un peu chauffés, ou alors pas forcément chauffés, hein, Saint-Christophe et Sainte-Catherine, c'est dehors, mais voilà, où il y a accès à des boissons chaudes, etc. C'est vraiment l'occasion de recharger les batteries physiquement, de retrouver aussi ce peps un peu mental. Voilà, ensuite, le ravito de soucieux, il est à l'intérieur. Souvent, voilà, un des trucs qu'il faut éviter, c'est soucieux et chaponneau, c'est des ravitaillements d'intérieur. Et du coup, voilà, c'est facile d'y rester si la nuit est dure, si les conditions sont compliquées. Moi, j'ai souvent entendu parler de personnes qui commençaient à camper à Soucieux ou à Chaponneau. Voilà, justement, il faut se forcer à repartir assez rapidement pour pas rester dans ces atmosphères un peu confortables. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je je sais plus trop. Tu pourrais repasser à la slide
Tu peux Ça va parler peut-être me remettre. éventuellement des difficultés du parcours qu'on pouvait retrouver. Ouais. Alors justement, ça c'est un point qui est assez intéressant, c'est que selon les années, les difficultés sont pas au même endroit. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a aucune partie qui est difficile dans cette course, puisqu'il n'y a jamais une montée qui est de plus de 250 mètres et les montées sont jamais très raides. Donc en fait, c'est des choses qui sont jamais physiquement très éprouvantes si on les prend une après les autres. En revanche, ce qui peut être compliqué, c'est plutôt la, la gestion du revêtement. Selon la météo qu'il fait, le revêtement elle peut être complètement différent. Autant en 2022, par exemple, il pleuvait des trompes d'eau. Chaque partie boueuse ou herbeuse était extrêmement compliquée, puisqu'elle était rendue très glissante. Autant l'année dernière, c'était les parties boueuses et herbeuses qui étaient les plus adhérentes, et c'était les parties de route qui étaient extrêmement dangereuses, puisque il avait regelé, il y avait une sorte de, bah oui, il y avait eu l'eau avait fondu, s'était répandue sur les routes et avait fait des grosses plaques de verglas. Et donc, selon les années, en fait, les difficultés ne proviennent pas toutes du même endroit. Bon, si on veut quand même voir deux petites difficultés pour moi qui sont les montées les plus dures, je dirais qu'il y a la montée du Signal qui est le point culminant de la course, et une montée ouais, qui est pas très très longue et la descente qui peut être un peu technique selon les conditions. Et pour moi, la montée qui fait le plus mal dans cette Saint-Élion, celle qui est la plus dure au mental, qui fait le plus mal aux jambes, c'est une montée, c'est la dernière montée qui est à 5 km de l'arrivée, un petit mur là entre Chaponneau et Lyon, le long de l'aqueduc, et c'est une pente en bitume qui doit pas s'élever à plus de 20, entre 15 et 20%. Mais voilà, quand on veut la courir, elle fait vraiment très très mal aux jambes. Ok. Donc, pour bien finir en beauté, une petite Oui, pente bitumée qui va bien, quoi. exactement, avant les escaliers de la Fourvière. Ouais. Non, c'est pas Fourvière, c'est, je sais plus comment ça s'appelle les escaliers là. Je suis pas Euh, assez lyonnais pour, mais ils ont un nom. ok. Croix-Rousse, peut-être? Ah, je sais plus. Faudrait. Il y a Euh, sûrement des Lyonnais dans le chat, ils vont nous crier dessus. ouais, grave. Il y a Baptiste qui nous demande si sur une course comme ça où tu vas courir tout du long et tu vas être à bloc tout du long, est-ce que tu compartimentes ta course en plusieurs blocs quand même? Est-ce que c'est utile notamment mentalement, voire physiquement, ou tu te poses pas ces questions-là? Attends, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai été distrait? Tu as été distrait? Baptiste qui voulait savoir si toi tu compartimentais un petit peu ta course en différents blocs, sachant que ton allure va être globalement similaire du début à la fin de ta course. Est-ce que mentalement ou physiquement tu ressens le besoin de faire ça sur cette course-là ou tu ne le fais pas spécialement? Oui, si, je fais ça, je découpe en plusieurs blocs. Euh, je découpe en plusieurs blocs vraiment en fonction de entre chaque ravito, je dirais. Tu vois, c'est le Ok. plus simple cette course-là. Vu qu'il n'y a pas de difficulté de majeure, d'ascension majeure, euh, voilà, je découpe entre chaque ravito. Je vais Ok. juste arrêter un instant. J'ai mes écouteurs qui se sont arrêtés. Je vais essayer d'en trouver d'autres avant de continuer. Ce sera plus agréable pour vous. Ok, Ouais, ça je veux bien. marche. Seb, est-ce que tu veux compléter un petit peu sur tout ça? Oui, je pense que bah, Thomas, il va dire ce que moi je pensais, c'est que dans toutes les courses de trail long, où il faut être patient, on compartimente sa course en plusieurs blocs. Généralement, on le fait par rapport au ravitaillement. Comme disait Thomas, il y en a cinq. Voilà, donc l'idée de compartimenter en trois, quatre ou cinq blocs, c'est vraiment une bonne stratégie. Ça peut être aussi par rapport à si on a un soutien de sa famille, si on a une logistique qui peuvent être sur des points stratégiques de la course. Ça peut être bien aussi mentalement de se dire, voilà, bah, à tel endroit, j'ai ma famille, à tel ravitaillement, j'ai mes amis. Là, vraiment, mentalement, même physiquement, hein, derrière, ça va relancer, quoi. Ouais. Ça te fait un boost mental qui fait du bien de voir ses proches. Exactement. Sur des courses longues comme ça, il faut vraiment compartimenter sa course. En fait, plusieurs objectifs dans la course, pour moi, c'est indéniable pour performer. Ok. Après, je reviens sur la stratégie de course. Pour tout le monde, hein, si on reprend sur le profil de course,
De mémoire, je crois que c'est Saint-Genoux, là où on commence à attaquer la partie descendante. Pour n'importe quel athlète, n'importe quel coureur, je pense que c'est vraiment la bascule sur la stratégie de course, c'est se dire, voilà, je vais être capable encore de relancer sur les 30 derniers kilomètres sur un profil plutôt descendant. Ouais, donc si tu arrives encore à bien courir sur la fin, c'est que tu as bien géré ton pacing sur ta première partie et d'où cette idée de partir peut-être un petit peu avec le frein à main. Après, tout dépend des sas, mais j'ai cru entendre qu'il pouvait souvent y avoir des bouchons au début, donc ça te force un petit peu à doser ton allure au début. Donc c'est pas forcément le cas des élites, mais quand tu es dans le peloton, ça peut bouchonner sur les différents singles que tu peux retrouver et ça peut être un peu embêtant au début, mais ça te force à partir plus doucement aussi. Est-ce que vous Exactement. m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien, ouais. Super, parfait, parce que j'ai changé d'écouteur. Euh, je reviens ouais, sur. Je pense que c'est une course qui peut être particulièrement désagréable si on est parti trop vite, qu'on a fait le popcorn et qu'on est obligé de finir vraiment à très, très basse allure sur les 30 derniers kilomètres, parce que c'est les 30 derniers kilomètres les plus faciles finalement. Si on prenait chaque kilomètre seul, les 30 derniers seraient plus faciles que les 50 premiers. Et du coup, c'est pour ça que voilà, c'est intéressant de rester patient. Sinon, la course peut devenir vraiment un calvaire. Au bout de la nuit, dans le froid, peut-être trempé, à peiner sur des pentes où on pourrait courir d'habitude et juste on est trop fatigué pour le faire. C'est le cas parfois en montagne, mais là c'est d'autant plus le cas qu'on est en ville. On se retrouve des fois sur du bitume et on se dit mais je suis plus capable d'avancer alors que d'habitude ici je pourrais courir à 12 km/h. C'est extrêmement dur mentalement et voilà. Faut toujours penser à la suite quoi. Et puis au pire, si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez terminer ces 20 derniers kilomètres avec un bon rythme et même au niveau de la performance, vous prendrez, c'est sûr, plein de concurrents qui sont partis trop vite et qui explosent en fait. Savoir être patient, je crois que Gilles, c'est on Exactement. important. a... ouais, faut être patient, exactement. On a deux petites questions là, assez rapides, je pense que Thomas va pouvoir Vas-y. répondre. On parle de perception d'effort, donc du coup, il y a deux questions en plus sur ce RPE. À quel RPE tu cours de Thomas, à peu près? C'est compliqué. Je dirais que je cours un RPE qui va de, je dirais de 5 en début de course à 5 ça va jamais à 10, hein, ça va à 5 à 8, je dirais. Et sur certaines. En fait, je m'autorise parfois à. Dans une gestion de course optimale, j'essaye de lisser le plus possible ce RPE. Parce que je cours, en fait, moi, je cours principalement à la sensation. J'utilise aucun outil, ni cardio, ni rien d'autre. Du coup, j'utilise que la sensation. Donc, le RPE, voilà, j'utilise pas particulièrement l'outil RPE, mais plutôt l'outil sensation. Mais je sais ce que c'est le RPE. Donc, j'essaye de courir, commencer toujours à 5, pas plus, que sinon, c'est trop dur. Et puis, je monte. Plus la course avance, plus je m'autorise à avoir mal, plus je m'autorise à être loin dans l'effort. Et avant la mi-course, jamais plus de 7 avant la mi-course, hein. C'est quelque chose quand même que j'essaye de. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie d'avoir toujours en tête. Et après, c'est pas, on n'est pas capable de courir à RPE 9-10 pendant je dirais pendant plus de 1 heure. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous les coachs, mais il y a un moment où c'est vraiment trop dur. Du coup, je m'autorise à passer RPE plus que 8 pendant des petites périodes. On pourrait parler d'attaque en cyclisme, tu vois, c'est des moments où je me force je me fais mal, mais que sur des périodes assez courtes avant de revenir à un rythme de croisière qui est assez haut quand même. Yes. Je sais pas. Ouais, je te rejoins, Thomas. À la fin de la course, je suis forcément en RPE 10 hein, à toute fin. Le but, c'est d'y aller vraiment très progressivement et d'avoir le moins de temps dans cette zone. Ouais, c'est ce que j'allais dire sur une fin de course éventuellement, ou si tu joues une place, peut-être Voilà, c'est ça. pour les championnats d'Europe, là tu peux aller titiller les hautes sphères du RPE, mais voilà, il faut quand même rester vraiment en gestion. C'est une course longue, donc il faut Oui, vraiment temporiser là-dessus, quoi. oui, et il faut savoir aussi que
mais ça c'est quelque chose que vous avez peut-être dû expérimenter tous autant que vous êtes, c'est que quand une course se passe bien, le RPE change complètement. Tu parlais des championnats d'Europe, tu vois, ou par exemple des Templiers. euh, C'était une course qui était où j'ai pas atteint un RPE extrêmement dur, enfin, où tu vois, parce que j'étais, c'était vraiment un bon jour avec des très bonnes sensations et l'effort que j'ai fourni avec toute l'excitation, tu vois, l'adrénaline que procurait l'effet d'être devant, d'être en forme, etc. Bah, le RPE ne montait pas tant malgré l'effort intense. Et, et du coup, à aucun moment, c'est très très dur. Là où quand tu rates une course, où tu es en souffrance, ça nous est déjà tous arrivé, j'imagine, quand tu rates une course, eh ben, tu te mets souvent dans des états euh, physiques et psychologiques beaucoup plus violents, quoi. Donc il faut aussi prendre ce paramètre en compte. Carrément. Tout à fait. Et il y a aussi Antoine qui nous demande comment tu gères ton intensité d'effort en fonction du profil. Par exemple, entre un 40 km ou un 80 km, comment tu gères ton effort en général? Tu l'as déjà un petit peu Globalement, abordé sur le fait que sur du plus ouais. long, tu savais être plus patient, j'ai l'impression, et sur plus court, peut-être que tu attaquerais plus vite. Oui, après, comme je suis vraiment un coureur à la sensation, donc je m'écoute aussi le jour J. Et c'est vrai que si le jour J, donc je me refuse de partir de partir et de faire un effort intense dans la première heure d'effort. Ça, c'est toujours vrai. Après, normalement, c'est la mi-course qui est comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est un peu les- le point de bascule. Euh, c'est vrai que quand je me sens extrêmement bien, je m'autorise à partir au bout d'une heure d'effort, que ce soit pour un 80 bornes ou pour un 40. Pour moi, je ne gère pas vraiment différemment un 40 d'un 80. Ok. C'est des courses qui sont assez proches hein, pour moi. C'est pas parce que je suis vraiment dans la même stratégie, dans la même typologie de course. Hein. C'est pour moi je dirais de 3 à, ouais, non, de 4 à 8 heures d'effort. C'est vraiment mon ressenti personnel. Hein. Je pense que chacun est un peu différent avec cette notion-là. Mais pour moi, de 4 à 8 heures d'effort, les courses sont vraiment euh, presque gérées de la même façon. Après, en dessous de 4 heures d'effort, il faut savoir se mettre dans le rouge assez rapidement. Et là, c'est complètement différent. Ok, très clair. Typiquement sur ton 23 km du Mont Blanc cette année, Voilà. tu t'as Voilà. envoyé dès le Par exemple, début. 3 km. En fait, le 23 km du Mont Blanc, tu peux pas te permettre de pas être en tête dès le départ, sinon tu rattraperas jamais ceux qui sont devant. Tu ne vas pas être T'as performant. pas le temps, quoi. Voilà. Et il y a pas le temps, il y a juste pas le temps, il y a même pas ouais, le temps en termes d'heures, il n'y a pas assez un nombre d'heures assez conséquent pour rattraper le retard que tu pourrais prendre au début. Du coup, tu es obligé de tout de suite t'investir vraiment beaucoup, avec beaucoup d'intensité dans la course pour pas perdre la tête, quoi. Et ensuite, il faut arriver ensuite à lisser l'effort après avoir maintenu le contact avec la tête de course pour essayer de rester devant. Mais ce qui n'est pas le cas dans un effort de 4 heures. Dans un effort à partir de 4 heures, pour moi, je lisse dès le départ et je ne me fie pas trop à ce que vont faire les autres parce que, bah, en fait, je me connais assez bien pour savoir que si je cours à mon meilleur niveau, normalement, il n'y a pas grand monde qui devrait être devant au bout d'un certain nombre de temps, tu vois. Et c'est rassurant de faire ça comme ça. J'essaye d'être à mon meilleur niveau, mais de lisser l'effort le plus possible pour éviter les à-coups qui, en fait, chaque à-coup, pour moi, si tu as un impact vraiment direct, vraiment dans la suite de la course, quoi. Ok. Est-ce qu'on est bon sur les questions? Je pense qu'on pourra y répondre un tout petit peu plus tard. Florent, qui nous pose une question sur les ravitaillements, mais je pense que c'est le sujet de Oui, la suite, donc tu y répondras directement. oui. Et si jamais ça y répond pas directement, on te posera ça plus précisément. Donc, on passe à l'aspect nutrition et hydratation. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petits tips de ce que tu as l'habitude de faire et puis de ce qu'on peut retrouver éventuellement aussi sur les différents ravitaillements en termes de nutrition? Du coup, voilà, moi, je vais vous présenter deux choses. Je vais vous présenter ce que je fais et après, je vais vous présenter
il est possible de faire sur la Saint-Élion. Moi, ce que je fais, c'est que j'optimise au maximum le poids que je porte juste dans un souci de vitesse. Donc, je ne vais pas m'encombrer. Euh, et puis, je fonctionne assez simplement, hein. Je fais toujours les mêmes stratégies d'hydratation. Sur la- Normalement, je fais 600 millilitres par heure. Là, sur la Saint-Élion, c'est plutôt 500 au vu de la température. Ça suffit, 500 millilitres d'eau par heure avec de la boisson isotonique. Euh, donc, la boisson a des glucides dedans. Elles me permettent d'avoir à peu près 30 grammes de glucides par heure. Et, euh, et puis, je complète ça par à peu près 60 55 à 60 grammes de glucides par heure avec des gels et des pâtes de fruits. Donc, c'est ce qui me fait à peu près 85, entre 80 et 90 grammes de glucides par heure sur toute la durée de la course. C'est un apport glucidique assez haut, mais je le tolère bien. Du coup, pour ma part, sur la course, comme bah, je cours assez rapidement, j'ai pas trop besoin d'emmener de choses puisque toutes les heures à peu près, je rejoins un point de ravitaillement où j'ai mon assistance. Et donc, grosso modo, je pars avec un bidon et puis de quoi manger juste pour la portion entre les ravitaux. J'emmène toujours un gel de secours, on ne sait jamais. Une hypo peut vite arriver. Et ça me permet d'aller de A à Z vraiment en portant le minimum. Pour les coureurs plus amateurs et qui sont plus dans un souci de finir plutôt que de perfer voilà, d'être très rapide, ces ravitaux tous les 15 km à peu près, c'est vraiment utile parce que ça permet de refaire le plein de glucides. Les ravitaux sont bien fournis à la Saint-Élion. Il y a toujours des boissons chaudes. Voilà, moi je vous conseille de partir avec de la nutrition d'effort entre chaque ravito, mais de bien vous ravitailler sur le ravito, sur chacun des ravitaux. C'est un moment qui fera du bien, pas seulement au corps, mais aussi à la tête. Voilà, en privilégiant quand même des aliments qui se digèrent bien, hein. Le saucisson, c'est quand même. Enfin bon, ça peut faire très envie, mais si tu veux faire un effort un peu conséquent derrière, c'est quand même pas trop digeste. Voilà, les bananes, il y a plein de trucs, hein, petit pain d'épices, enfin, il y a plein de. Les grands classiques sont là sur la Saint-Élion. L'hydratation est pas facile à gérer parce qu'il fait froid et que quand il fait froid, on transpire un peu moins, mais on n'a surtout pas soif du tout. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est pas un souci si vous êtes parti en mode randonnée. Si vous partez en mode randonnée pour faire, je sais pas quelles sont les barrières horaires, mais pour être dans les barrières horaires, tout simplement, écouter sa soif reste une bonne solution. En revanche, si vous êtes dans une optique de performance, il me semble qu'il faut se forcer à boire et essayer d'atteindre un petit quota de boissons entre chaque ravitaillement. Sinon, en fait, on est quand même, je pense qu'on se déshydrate quand même et on s'en rend très peu compte justement parce qu'on n'a pas chaud et qu'on sent pas, voilà, on se sent pas bouillir, quoi. On se sent pas non plus les lèvres sèches comme on peut y avoir en plein été. Donc, pour moi, l'hydratation est indispensable et il faut vraiment y être ouais, il faut être très précautionneux avec ça. Et il faut quand même faire attention parce que à pas trop boire non plus, et notamment pas trop boire d'eau froide, enfin de liquide froid. Parce que c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver entre les apports nutritionnels, d'hydratation, et aussi le fait qu'à chaque fois qu'on boit quelque chose, ça va venir se mettre dans l'estomac, et ce liquide froid dans l'estomac, eh ben, ça prend énormément d'énergie au corps de le réchauffer. Et du coup, voilà, moi, mon conseil, c'est de boire très régulièrement des petites gorgées, parce que comme ça, le corps a plus de facilité à réchauffer le liquide, mais voilà, de pas boire des grandes quantités. L'erreur à faire, ça serait d'arriver sur un ravitaillement en extérieur et de boire 3-4 verres de coca à la suite. Coca à température ambiante, donc autour de 0 degré. Ça, pour moi, ça serait la plus grossière des erreurs. Pourquoi pas boire un verre de coca, euh, plutôt en le dégustant, en mettant une minute à le boire plutôt que le vider d'un trait. Et pourquoi pas plutôt préférer une boisson chaude. Je sais qu'il y a de la soupe aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à inventer aussi sur cette Saint-Élion.
à réinventer. Et il faut pas seulement réfléchir avec son. Voilà, faut réfléchir aussi et pas seulement agir avec ses, euh, ses instincts plus corporels qui peuvent nous amener à avoir très soif ou avoir pas du tout soif, etc. Faut vraiment se nourrir et s'hydrater avec la tête. Je pense que globalement, tu peux quand même faire confiance à ta sensation de soif, hein. Que tu Je fasses un pense, ouais, effort plutôt lent ou plutôt intense, c'est quand même ouais, quelque chose d'assez fiable. Même si certains perdent peut-être un peu en lucidité, il vaut mieux boire pas assez que boire trop, hein. Le risque sera ouais, moins grave en légère déshydratation qui, à mon avis, a peu de risques d'arriver avec le froid. Mais oui, tu après pourras ça, j'ai jamais te pas assez de déshydrater. connaissances, je pense, qu'avec des fortes chaleurs. Par contre, la surhydratation, faites attention. J'ai notamment discuté avec un athlète cet été qui a dû abandonner sa TDS parce que il faisait le parallèle entre le fait de transpirer beaucoup et du coup qu'il lui fallait beaucoup d'apport hydrique. Et finalement, il est tombé en surhydratation. Il n'était pas loin de faire une hyponatrémie. Donc, le risque d'hyponatrémie est beaucoup plus dangereux qu'un risque de déshydratation. Et je tenais quand même à le dire aux personnes qui nous regardent ce soir. Ouais. L'hyponatrémie, si tu peux, enfin, si je peux juste expliquer, c'est en fait, Ouais, c'est que tu bois trop d'eau et du coup, hyponatrémie, c'est pas assez de sels minéraux en fait dans l'organisme. C'est tu as trop de liquide mais pas assez de sels minéraux et ça c'est assez dangereux et c'est quand tu bois trop. En effet, faut pas tomber dans le vice aussi de boire énormément, mais pour ma part, comme je mets des glucides dans l'eau, il faut quand même que je boive un peu bien sûr, ouais, régulièrement. parce que tu as aussi Et un apport ouais, effectivement glucidique grâce à ton hydratation. Et puis que tu te voilà, connais, après, je pense quand même sacrément bien aussi de par ton niveau et toute ton expérience que tu as oui, acquis au fur et après, à voilà, mesure des années. c'est ça, il y a aussi l'entraînement, tu vois. Pour moi, s'entraîner pour la Saint-Élion, c'est aussi réapprendre à s'hydrater dans le froid, réapprendre à emmener sur ses sorties d'entraînement quand il fait pas très chaud de la boisson et boire bah, comme d'habitude, alors qu'on a moins soif. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, c'est juste se réadapter en fait, réadapter le corps pour que la notion de soif vienne un peu plus tôt que d'habitude, parce que bah, c'est un peu comme quand il y a les premières chaleurs au printemps, ton corps est plus habitué à transpirer et tu as hyper chaud et tu transpires vraiment fort dès qu'il y a un rayon de soleil. Et puis après, progressivement, ton corps s'habitue et après, tu peux courir en plein soleil à midi, quoi. Et ben là, en hiver, il faut aussi habituer le corps à courir dans des températures froides et donc à consommer bah, les mêmes choses que d'habitude. Et puis, ça, c'est hyper important pour moi. Donc, ça fait partie de la prépa Saint-Élion. Et du coup, j'avais une petite question par rapport à cette année où tu disais qu'il avait fait quand même sacrément beau ces dernières semaines et donc pas très Ouais. froid. Imaginons là dans les 2 semaines à venir, les températures baissent énormément. Ton adaptation n'aura pas forcément été optimale au froid cette année finalement. Non, mais une ou deux, enfin, ça va, franchement. Je, je me suis pas, j'ai pas eu, il a pas fait très froid, mais tu vois, je suis parti courir assez fréquemment le matin tôt. Et bon, il c'est pas chaud non plus, tu vois, Ok. c'est pas 15 degrés. Mais voilà, et puis là, on a des températures qui sont négatives depuis hier. Ça suffira de faire quelques footings. Ça m'inquiète pas plus que ça. Franchement, c'est juste courir, voilà, s'adapter, c'est courir par des températures qui sont autour de 5 degrés. Il n'y a pas forcément besoin qu'il fasse zéro. Ok. Ouais, Gib, je vais ajouter quelque chose là, concernant la boisson, l'hydratation en course. Comme disait Thomas, bah, c'est des conditions météo difficiles, il fait très froid. Moi, j'ai un petit conseil pour certains athlètes, c'est de garder en bouche sa boisson avant de l'avaler. En fait, déjà pour réchauffer un petit peu la boisson qui a tendance à se refroidir durant la course. Donc ça, c'est un petit conseil. Ou sinon, j'ai certains athlètes qui mettent en fait leur veste par-dessus le sac pour garder une température, je veux dire, agréable pour la boisson. Ok. Ouais, les deux conseils sont bons. La petite subtilité avec le, le sac par-dessous la veste, c'est que du coup, sur cette Saint-Élion, tu es obligé de porter une chasuble en plus. Donc ça fait double couche à. T'as pas seulement la veste à enlever pour boire, c'est que tu as aussi la chasuble à baisser. C'est pas toujours facile. Bon, ça se fait, hein.
La technique de garder la boisson dans la bouche, c'est très bien, ouais, c'est une bonne idée. Sinon, il y a une autre technique, hein, c'est de mettre un peu d'alcool dans l'eau. Non, je rigole. Voilà les secrets de Thomas, les clés de Comme la ça, réussite. comme ça, t'es sûr qu'elle gêne pas. Non, en vrai, je vous le déconseille fortement. Je pense pas que ce soit une super idée, effectivement. Non, c'est sûrement une mauvaise idée. En vrai, le froid, ça peut aussi faire durcir les gels. Ça, c'est un autre aspect. Si vous utilisez que des gels, je vous conseille de porter vos gels à même enfin, dans des poches près de la peau, parce que si vous les portez dans des poches extérieures très loin de vous, le gel va durcir et en fait, un gel, enfin, je sais pas, j'utilise qu'un type de gel, mais les miens en tout cas, durcissent assez facilement et donc sont beaucoup plus difficiles à prendre, à manger et à sortir de leur emballage quand ils sont froids. Donc ça aussi, c'est un aspect pratique, mais enfin, on s'en rend vite compte, hein, de toute façon. C'est un bon petit tips auquel on pense Ouais, pas forcément. Donc, tous les petits trucs pratico-pratiques sont bons à prendre. On avait une question d'une personne sur la boisson d'effort et notamment sur des courses où tu n'as pas personne pour te ravitailler. Comment on pourrait faire? Donc ça, je vais pouvoir y répondre si jamais tu veux ouais, bien, vas-y, tu peux Thomas. laisser, ouais. En fait, tu vas pouvoir acheter des petits, tout petits sachets en plastique dans lesquels tu vas pouvoir te mettre ta dose de boisson d'effort et qui se zippe comme un sac congélation. Et tu pourrais très bien avoir sur les 5 ravitaux, 5 sachets de boisson d'effort et que tu remplirais dans ta gourde. Donc c'est assez pratique d'avoir ça dans ton sac de trail et avoir tes doses de boisson d'effort en poudre juste dans ton sac avec toi. Voilà, c'est une très bonne technique. Pour ma part, quand j'ai des ravitaillements sans assistance, je prends des flasques pré-remplies de poudre et vides, enfin sans eau. Je les mets dans le sac et puis je les sors et je remplis juste la flasque. Ça fait encore gagner un peu plus de Ouais, temps c'est par vrai que rapport ça à fait d'autres gagner du stratégies. temps. Et ouais, moi, je suis dans l'aspect pratico-pratique, tu sais, du Voilà, coureur de peloton oui, qui joue pas la gagne. voilà, mais ça oblige de porter des flasques en plus vides. C'est Et ça. du coup, en termes de volume, voilà, il y a un peu de. Moi, c'est dans l'état d'esprit de perdre le moins de temps possible au ravito, mais c'est toujours possible de se débrouiller. Et puis après, maintenant, sur quand même sur les grosses courses type, je ne sais pas s'il y a Saint-Élion, mais il y a souvent des partenariats avec des, euh, des marques de nutrition pour avoir de la boisson d'effort. Mais bon, comme c'est pas votre boisson d'effort, c'est sûr que on se demande toujours si on peut la boire ou pas, parce que est-ce qu'on la tolère bien? Voilà. Alors, on avait une petite question aussi sur ton régime alimentaire les jours qui précèdent la course. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger dans la semaine, par exemple, qui précède la course? Euh, Moi, je suis pas un adepte du changement de régime alimentaire dans la semaine avant la course. Voilà, après, il y a eu beaucoup d'études sur beaucoup de types de régimes. Par exemple, type régime scandinave, où tu baisses les glucides, puis après tu recharges à mort. Bon. Globalement, de ce que j'avais lu dans la presse spécialisée, etc., et puis aussi de gens qui m'ont conseillé, il n'y a aucun de ces trucs-là qui fonctionne vraiment. Euh, enfin, ça ne fait pas gagner une performance extraordinaire. Moi, ce que je fais, c'est que je mange normalement jusqu'à, je dirais, jour moins 2. Et de jour moins 2 à jour moins 1, on va faire sur une grosse, sur, ouais, voilà, sur 2 jours avant la course, je mange un peu plus de glucides que d'habitude. Mais c'est léger, hein. Je pèse pas, hein. J'en suis pas à peser. Je mange comme d'habitude, sauf que je rajoute un peu de pâtes. Et voilà, donc je continue mes apports classiques avec, voilà, moi je mange très équilibré, mais pas de régime particulier, glucides, légumes et puis un peu de viande ou des œufs. Mais rien de particulier, hein. Je mange comme tout le monde. J'augmente juste un peu la part glucidique sur les 2, 3 jours avant la course, mais c'est léger, hein. Je me force pas à manger, je me fais pas mal au ventre. Ok. Tac, tac, tac. Et Juste, après, si je peux me ouais, permettre, vas-y. sur le. Il y a quand même quelque chose qui est hyper important, en revanche, sur lequel je fais attention, c'est que on parle souvent de nutrition d'avant-course, on parle pas d'hydratation avant-course. Il faut savoir que pour stocker les glucides, le corps a besoin d'eau.
et que du coup, si tu manges plein de pâtes avant la course, c'est bien, mais si tu bois pas, bah, toutes ces pâtes, tu vas les, elles vont pas faire de glucides, quoi. Elles vont pas se stocker en glycogène. Donc, donc voilà, veillez bien à votre hydratation aussi pendant que vous êtes sur les 2, 3 derniers jours avant la course. Bien manger, mais aussi bien boire. Je sais pas De si les l'eau. coachs vous êtes. Ouais, de l'eau, ouais. Ouais, moi je complète, c'est que moi mes athlètes J-3 à J-, effectivement, on fait une petite recharge glucidique. On change pas ses habitudes alimentaires et je leur demande de boire voilà au moins 2 litres d'eau par jour, voilà pour stocker vraiment le glycogène. Donc après c'est propre à chacun, hein, ça peut être de 2 litres à 2 litres 5, mais sur toute la journée. Très clair. Est-ce que on a fait le tour niveau nutrition, hydratation, et puis on passe aux différentes questions qui pourraient rester? Ça vous va? Très Ouais. bien. Ok. Du coup, on va commencer. Seb, je sais pas si tu as accès, toi, aux questions qui restaient un peu en Oui, du suspens. coup, on a encore 5 questions en suspens. Du coup, Ouais, on je va les ai. sur le Je les ai. matériel, Thomas. Voilà, qu'en est-il des chaussettes? Et plus globalement, comment ne pas trop subir le froid pour les pieds qui seront mis à rude épreuve? Euh, alors, pour les chaussettes, pour ma part, j'ai jamais eu. Moi, j'ai eu froid aux pieds, j'ai eu les pieds trempés, mais j'ai jamais eu de stratégie. Je suis désolé pour répondre à cette question. J'ai pas trouvé de stratégie pour lutter contre ça. Je sais qu'il existe des chaussures Gore-Tex. Je sais qu'il existe des chaussettes aussi qui sont imperméables. Euh, je suis pas sûr que ça soit une. Bon, chacun fait comme il veut. Voilà, je pense que le mieux c'est de tester. Mais pour ça, moi, j'ai pas trop de conseils à vous donner. Je mets des chaussettes classiques et mes chaussures classiques et j'ai les pieds trempés à la fin. Mais, mais voilà, ça fait partie de l'inconfort que je suis prêt à subir. Bah, Et moi, je toi, suis, Thomas? Vas-y, Seb, je t'en prie. désolé, je suis sujet, moi, au syndrome de Raynaud. Et Ouais. du coup, les pieds, ça n'a jamais été un souci. Donc, c'est vrai que la question qui est posée là, elle est intéressante, hein. Mais moi, je prends des chaussettes classiques. Et vu qu'on est quand même sur un profil de course assez roulant, on a peu de chances d'avoir froid aux pieds. Après, les mains, Oui, effectivement, des bons gants. ouais. Pour moi, les mains, c'est indispensable, hein. Moi aussi, enfin, je fais pas du réno, mais bon, je perds vite la sensibilité. Et du coup, les mains, c'est hyper important. Les pieds, c'est vrai que tu disais, on est sur des parties souvent courantes. Et plus on court, ben, plus la pompe qui se passe sous la voûte plantaire fonctionne, la pompe sanguine, hein. Et donc, ça ramène plus de sang. Mais voilà, j'ai pas trop de. Vous pouvez peut-être acheter des chaussettes en mérinos, peut-être un peu plus épaisses, en les essayant d'ici la course, parce que mettre des trucs Oui, que c'est tu vas ça. Ne acheter testez le jour pas J. du matériel. Peut-être là, dans les 2 jours qui viennent, c'est peut-être un petit peu tard. Les chaussettes Oui, imperméables peuvent être utiles éventuellement si vous êtes dans des conditions froides et humides, mais voilà. Mais après, il faut encore une fois les avoir testés et être sûr que ça vous convienne. Du coup, on continue les questions. Donc, une question de Raphaël Thomas, qui voilà, tu utilises des chaussures de route pour la Saint-Élion avec des crampons un peu plus prononcés que des chaussures de route normales. Bon, il parle de marque. On sait que tu cours pour Keep Run, mais voilà, est-ce que tu as une marque de chaussures qui fait référence ou est-ce que tu penses que des chaussures avec des semelles maximalistes? Donc là, on est, voilà. Est-ce qu'il y a une histoire de crampons? Je pense que c'est des prototypes qui sont faits. oui, là, pour ma part, je vais courir avec un prototype. C'est une chaussure de marathon avec des crampons de chaussures de trail qui ont été juste rajoutés sur la chaussure. Euh, et avant, je courais avec donc mon partenaire dans le passé, c'était Oka, et je courais avec la Oka Rincon, qui est une chaussure vraiment typée route, faite pour la route, avec les semelles extérieures de série, hein. C'était la chaussure qu'on pouvait acheter dans le commerce. Euh, Qu'est-ce que je pense des chaussures maximalistes? Euh, c'est une vaste question.
J'en pense pas que du bien, pas que du mal. Disons que pour moi, si tu cours beaucoup, vraiment, enfin, quand tu as un emploi du temps de coureur à pied comme moi, elles sont nécessaires pour pas se blesser à certains moments de l'entraînement, mais il faut diversifier les chaussures que tu portes pour essayer bah, que ton corps s'adapte le mieux possible, il soit tout le temps en train de s'adapter, le protéger parfois, mais aussi lui permettre de s'endurcir aussi à d'autres moments et de se renforcer. Donc, pour ma part, je cours rarement avec les mêmes chaussures et parfois avec des chaussures maximalistes, en effet, mais le plus souvent avec des chaussures qui se rapprochent le plus d'une foulée naturelle voilà, du sol. Et aujourd'hui, de toute façon, avec toutes les technologies qui sont apparues ces quelques dernières années, là, depuis 4 5 ans, il n'y a plus la dichotomie qu'on avait il y a une dizaine d'années entre chaussures maximalistes type Oka et chaussures minimalistes type Five Fingers. Aujourd'hui, il y a un panel extrêmement important de types de chaussures et par exemple une marque comme Altra qui était une marque minimaliste au départ avec voilà, un drop zéro, etc. Aujourd'hui, ils font des chaussures avec des semelles extrêmement grosses, avec beaucoup d'amortis, euh, et des marques comme Oka qui étaient vraiment le porte-étendard du maximalisme ont fait des chaussures qui sont plus proches du sol et plus. Donc en fait, voilà, j'en pense pas que du bien, pas que du mal. Je pense que chacun fait comme il veut et puis le tout, c'est de pas se blesser. Oui, bien sûr. En fait, ça va dépendre de vos adaptations et de ce à quoi vous êtes habitué. Ne changez pas du tout au tout. C'est ça qui peut blesser, hein, de passer du maximalisme au minimalisme et de passer du minimalisme au maximalisme. Donc, effectivement, aujourd'hui, chaque marque de chaussures va avoir une gamme de chaussures très diversifiée, mais ne changez pas fondamentalement vos habitudes, surtout si vous ne vous blessez pas, ne changez pas de chaussures, gardez Oui, ce pourquoi vous avez l'habitude, en fait, ce avec quoi vous avez l'habitude de courir. Et est-ce que tu peux nous dire quel modèle de route tu vas courir? Je suis un petit peu curieux, mais est-ce que c'est la KD 900X LD à laquelle tu as rajouté des crampons ou... ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est un modèle plaque carbone Ouais, je vais qui courir a avec un aujourd'hui modèle un plaque record carbone de aussi. Ouais. France sur le marathon avec Méline Rollin, pour ceux qui auraient Ouais. suivi, je sais plus où est-ce qu'elle avait fait ça d'ailleurs, mais à Séville peut-être. Et donc, ok, tu vas porter ça sur une Saint-Élion avec des crampons, c'est intéressant. Donc, un modèle plutôt maximaliste puisqu'on est sur des Ouais. modèles plaque carbone avec des stacks relativement élevés. On parle Très, de très haut. 4 Ouais. centimètres en général au niveau du talon. Voilà, c'est un choix, hein. Je me suis un petit peu entraîné avec la chaussure. J'ai continué surtout à utiliser mes chaussures d'entraînement classiques, mais bon, j'ai quand même testé pour voir si, justement, en termes de stabilité, ce que ça allait, si c'était pas trop instable. Voilà, c'est un choix, j'ai envie d'essayer. C'est aussi un kiff de se dire, essayer un nouveau truc, quoi. Ok. Euh, et puis j'ai vraiment hâte d'arriver dans les 20 derniers kilomètres de bitume pour pouvoir voir enfin, tu vois, vraiment l'intérêt de cette chaussure qui sera tout à son aise à ce moment-là. J'ai été assez étonné. Là, j'ai fait quelques séances en montée, en descente avec, et c'est vrai que ça envoie vraiment fort. Donc, c'est intéressant. C'est pas une chaussure que je porterais, je pense, dans d'autres trails. Mais là, c'est vraiment une occasion un peu unique, quoi. J'aurais jamais pu la mettre au Templier. Le parcours est trop technique à certains endroits. Là, en Saint-Élion, normalement, c'est bon. Après, je me laisse la possibilité de changer au dernier moment si jamais les conditions sont vraiment désastreuses. Et je partirai avec ma chaussure classique, qui est une chaussure vraiment plus proche du sol, bien cramponnée et très légère. C'est laquelle? C'est la Race Light que tu C'est la utilises? Race Light, voilà. Ouais. J'utilise juste la Race Light. Qui est un modèle Elle m'a plutôt permis. minimaliste de chez Giprun Ouais, et qui est très ouais, intéressant comme chaussure. ouais, avec une très très bonne accroche. Donc, Ouais, voilà, exactement. j'ai fait toutes mes courses de la saison avec. Et je m'entraîne quasiment tous les jours. Enfin, c'est la chaussure que j'utilise le plus. Donc, si jamais je me sens pas en confiance le jour J, avec des conditions météo désastreuses, je partirai avec la Race Light. Et sinon, si je me sens en confiance, je partirai avec ce modèle un peu tuné, là, juste pour voir. C'est aussi une forme c'est aussi une forme d'expérience. Ouais, moi, je me posais la question si tu n'avais pas justement un peu de crainte parce que avec cette épaisseur sous le talon, moi, j'aurais un peu peur du côté un petit peu instable de la paire de chaussures par rapport à une Restyle quand même qui est très proche du sol. Moi, tu vois, hier, j'ai fait 8 km de descente à fond sur une piste forestière.
moyenne 3,20. Et puis à aucun moment je me suis senti en instabilité. Donc je me Ok. suis dit à la fin que c'était bon, que je pouvais l'emmener à peu près n'importe où. Il faisait pas nuit, mais c'était une piste forestière pas particulièrement propre. Voilà, je me suis laissé aller sans trop forcer, juste profiter de la vitesse et profiter de la chaussure, voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et j'étais vraiment satisfait. J'ai fait plein de petits tests comme ça pour voir pour la stabilité. Et je sais que je vais me tordre la cheville. Je sais que ça va arriver peut-être une ou deux fois pendant la course. Mais voilà, je suis prêt mentalement aussi au fait que je vais me la tordre et qu'il faudra continuer quand même. De toute façon, je Ok. risque de me la tordre aussi avec une autre paire de chaussures. Oui, oui, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Tu n'aurais pas dans ta tête une stratégie de je pars avec les Restlight sur la première partie qui semble être plus en sentier et j'enfile le profil route sur la fin plus bitumée? Non, je sais que Manu Messa, qui est vraiment une personne qui connaît très bien Saint-Élion, qui l'a gagné deux fois et voilà, qui est un amoureux de cette course, lui, il change de chaussures souvent à Soucieux. Euh, Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire. Déjà parce que ça prend du temps. Franchement, enfin, je fais pas une transition de triathlon, quoi. En triathlon, Ouais, ils arrivent à mettre leurs chaussures hyper rapidement. Là, t'as les chaussettes mouillées, t'as les doigts gelés. Tout ça, ça rend la chose extrêmement délicate. Non, non, je pense je vais pas faire ça. Après, si vous avez une assistance, si vous êtes plus, vous avez plus de temps, pourquoi pas, hein, changer les chaussures en passant en chaussures de route sur la fin du parcours, ça peut être intéressant, notamment en termes de légèreté. Tu retrouves un peu des bonnes sensations de courir à pied plutôt que de finir en traînant des sabots de trail, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire. ça marche. On a Seb, combien de temps? est-ce que tu as des questions? Combien de temps il reste? Bah écoutez, c'est comme vous voulez. C'est vrai que ça fait déjà à peu Moi, près 1 heure et demie qu'on est en. je peux répondre aux prochaines questions un peu plus rapidement si vous Ouais, voulez. bien sûr. Non, il n'y Je a pas de m'étends à chaque souci. fois énormément, mais Bah, Euh, tu on peux va répondre essayer par oui ou par non. peut-être de changer sur un sujet dont on n'a pas parlé ce soir. Est-ce que tu fais de la préparation mentale? je ne fais pas de préparation mentale du tout. Ben voilà, au moins c'est Euh, entendu très rapidement. et pour une autre question, je ne fais pas de renforcement musculaire et je ne fais pas de home trainer. Et je fais juste chez moi pas mal d'étirements, assouplissements. Voilà, et puis j'ai un suivi kiné assez régulier. Euh, des fois, on fait un peu de renforcement avec le kiné, mais comme il sait que j'aime pas du tout ça, elle est gentille, elle m'en met pas trop. Seulement quand je suis un peu blessé. Voilà. Mais Kylian, il a dit qu'il faisait pas non plus, hein. Donc, je copie pas Kylian, je faisais déjà pas. Mais quand Kylian a dit ça l'année dernière, j'étais content. Antoine qui nous écoute, là, il doit être dégoûté. Ouais, il est en train de Non, s'arracher mais les cheveux. en vrai, chacun fait comme il peut. Mais moi, j'ai pas le goût de tout ça. Voilà, je prépare. Je suis aussi voilà, j'aime bien courir. Puis, je fais quand même pas mal de vélo à côté pour me déplacer, etc. Mais non, voilà, si vous voulez, hein, je fais les travaux pour faire du renforcement musculaire. Voilà, travaux ou le jardin ou des trucs comme ça. Mais à proprement parler, je me mets jamais dans une cage à squat. Ok. Qu'est-ce qu'on a Gilles, d'autre comme question? voilà, Ouais, est-ce que... dis-moi, Seb. Après, je peux répondre rapidement aux questions hein, sur le gel ou pâte de fruits. Est-ce que je ressens un Ouais. pic de glycémie? Non, je ressens pas de pic de glycémie avec les gels ou pâtes de fruits. Je, non, non, je dirais assez bien. Les portions sont pas trop généreuses, donc normalement, avec une pâte de fruits ou un gel toutes les demi-heures, je sens pas d'à-coups, disons. Après, qu'est-ce que je mange après la course ou directement ou les jours qui suivent? Là, je mange bien ce que j'ai envie. Après la course, tu es vidé de toute énergie, tu es vidé de toutes tes réserves, donc il faut vraiment pas penser à un régime particulier. Mange ce que tu veux, des glucides, de la viande, voilà, bien se faire plaisir. De toute façon, on n'est pas dans un sport comme le cyclisme où on doit réenchaîner le jour d'après ou le jour où, voilà, ou 2 jours après ou la semaine suivante. On est dans un sport où l'objectif d'après, il est souvent au moins un mois après, 6 semaines après.
Donc voilà, on peut prendre le temps de manger un peu comme on veut et se faire plaisir. Comment gérer les frottements sur la peau? Sachant qu'on est très couvert sur cette course, moi j'utilise de la crème, hein. Je mets de la crème, bah, moi c'est surtout entre les cuisses, hein, je suis souvent bien irrité à ce niveau-là, dans les conditions humides en course. Donc c'est la seule course de l'année où je porte un caleçon d'effort, tu vois, c'est assez intéressant, ça permet de mettre une couche supplémentaire très proche du corps. Et puis j'utilise de la crème NOC, ou je crois que j'utilise celle de Decathlon maintenant, il y a une crème anti-frottement. Petite badigeonne un peu partout. Si vous avez des, J'en mettrai, si vous avez un sac, mettez-en sur les épaules. Voilà, toutes les zones de frottement peuvent être intéressantes. Ouais, des zones que vous Mener avez la course, identifiées en course, voilà. comme où vous avez l'habitude d'avoir des sensations gênantes de brûlure, vous pouvez badigeonner avec le sac, effectivement, ici. Pensez à vos tétons, éventuellement, à les protéger avec des Ouais, petits sparadraps. Si jamais, comme il fait froid, il risque de pointer, ça peut frotter contre le t-shirt et ça peut être problématique. ouais, voilà, chacun a ses zones un peu particulières. Mais voilà, la crème, si tu te badigeonnes bien de crème, normalement ça tient. Mener la course tout seul, un avantage ou un inconvénient. Euh, c'est un, à mon avis, c'est un inconvénient jusqu'à la moitié de course, puisque en effet, on est un peu seul et du coup, bah, tu es tout seul avec ta frontale et puis tu n'as pas de visibilité sur les autres, sur tes concurrents directs. Et du coup, tu as du mal à estimer où ils en sont par rapport à toi. Est-ce qu'ils sont à 10 secondes derrière toi ou est-ce qu'ils sont à 3 minutes derrière toi? Ça, c'est dur. Après, à partir d'un. Et puis aussi qu'il faut analyser le terrain tout seul. Et, et voilà, ça peut être un peu piégeux. Après, il faut savoir que dans la Saint-Élion, toutes les petites courses, donc celles qui font 40, 20, etc., partent, euh, partent un peu avant la Saint-Élion et de points du parcours qui sont plus proches de Lyon. Et du coup, au bout d'un certain temps, on rattrape ces concurrents-là. Donc, il n'y a plus de problème d'orientation puisque tu fais que doubler les concurrents qui sont devant toi et qui sont d'une autre course. Donc, l'orientation à partir de ce moment-là est plus facile, même en termes d'éclairage. En fait, ils ont tous leur frontal, donc ça fait de la lumière. Donc, voilà, c'est aussi pour cette raison-là que je préfère être prudent dans la première partie de course et courir plutôt en groupe. Euh, des petits tips pour gagner la bataille si le terrain est par moments verglacé. Oui, alors l'année dernière, j'avais vu beaucoup de vidéos de gens qui descendaient les pentes du signal sur les fesses. C'est vrai que c'était assez rigolo. J'ai descendu ces pentes du signal sur les fesses aussi, à deux moments, parce que je me suis cassé la figure. Mais bon, je ne suis pas resté longtemps sur les fesses. Le verglas, sur la route, bah, il faut éviter les plaques, hein, on les voit bien avec la lampe frontale. Elles réfléchissent la lumière, alors que la route humide ou sèche ne le fait pas. Donc évitez, j'ai aucun tips pour réussir à courir sur le verglas sur les routes. C'est des plaques de verglas épaisses, tu glisses, que tu sois en chaussures de trail ou en chaussures de route. En revanche, quand on est sur les sentiers et que la neige est un peu verglacée, alors là, ben, là, il faut vraiment choisir où tu. Toute une question de trajectoire. Euh, le plus important, bah, c'est d'essayer de rester. Enfin, pour moi, j'ai de la chance. Je suis tout seul ou pas très nombreux. Quand vous êtes dans le gros cœur du peloton, c'est vrai que ça peut créer des bouchons. Vous choisissez moins votre trajectoire. Pour ma part, je choisis ma trajectoire et du coup, je passe toujours sur les côtés des sentiers et pas à l'endroit où ça a été piétiné. Plus la neige a été piétinée, plus elle est glissante. Donc, privilégiez les côtés des sentiers. Dès que vous voyez de l'herbe, par exemple, qui traverse la neige ou la glace, c'est des zones qui sont plus adhérentes. Dès que vous voyez des feuilles d'arbres, c'est plus adhérent. Dès que vous voyez des petits graviers, de la boue, c'est plus adhérent. Il faut aller sur toutes les parties les plus adhérentes et jamais en fait rester sur des endroits où il n'y a que de la neige. Euh, Après, si vous êtes vraiment dans le cœur du peloton, que vous marchez beaucoup, que c'est très neige, il a beaucoup neigé, ça a verglacé, bah, il y a toujours les petites chaînes à neige, les Yatrac ou autres, qui peuvent être utiles. Pour ma part, je suis plutôt ma- mon idée, c'est moins tu freines, moins tu glisses. Donc, faut pas freiner, quoi. Faut toujours avancer. Et puis, de la même façon que je prévois de me tordre la cheville une fois ou deux pendant la course de la Saint-Élion parce que ben, c'est piégeux, je prévois aussi mentalement, je suis prêt au début de la Saint-Élion à tomber
vraiment à faire des chutes, au moins une, deux, voire trois chutes, assez graves, hein, des chutes où on tape fort et où on a mal partout, mais je suis prêt mentalement à ce que ça arrive. Et du coup, au moment où ça arrive, alors j'essaye de l'éviter, hein, mais au moment où ça arrive, eh ben, je me relève tout de suite. Et je suis tout de suite à nouveau concentré dans la course. Et pas à me dire, aïe, j'ai mal au coude, aïe, j'ai mal au genou. Oui, j'ai mal, mais le but c'est de courir, le but c'est pas de se plaindre de où t'as mal. Et on verra demain. Donc voilà, il y a aussi l'aspect mental, hein, plus que je pense que il y a l'endroit où tu poses les pieds, mais le tout c'est aussi l'aspect mental de savoir débrancher le cerveau, savoir aller vite au lieu de ralentir, et puis aussi se dire que ça va arriver, la chute va arriver, mais bon, on ne peut pas l'éviter. Mais tu vois qui fait de la préparation mentale? Ouais, Oui, mais je la fais tout seul. il le fait tout seul. Euh, Combien de kilomètres courais-tu par semaine à l'apogée de ta prépa? Là, j'ai vraiment pas beaucoup couru sur la prépa Saint-Élion, puisque j'étais en prépa. J'utilise tout ce que j'ai fait en prépa Templier. Et puis, je suis sur la même vague, disons. Je me suis reposé après Templier, j'ai remis un peu des intensités. Là, je crois que j'ai pas fait une semaine à plus de 100 km depuis les Templiers. Mais pendant les Templiers, j'ai fait une semaine à 200 bornes avec plus de 10 000 presque 10 000 de dénivelé. Ouais, je crois 9 900 ou 12 000 de dénivelé, je me souviens plus. C'était une grosse prépa, les Templiers. Penses-tu changer les chaussures si elles sont embourbées? J'imagine que si il y a beaucoup de boue sur la. Je pense que ça veut dire si les crampons sont pleins de boue. Ben, pas trop, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de parties bitume qui entrecoupent les parties boueuses et qu'on court vite sur le bitume, ben, finalement, la boue se décolle tout doucement. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir la trace GPX sur la montre? Embourbé, vous pensez que c'était ça Ouais, le c'est ça, c'est terme? en lien avec je pense avec la boue, effectivement, hein. Donc, si tu te retrouves vraiment la chaussure complète dans une mare de boue, j'imagine. Moi, c'est ce que je Après, comprends. ça m'est arrivé en 2022 quand il avait énormément plu. À la fin, là, quand il y avait des flaques partout et vraiment énormément de boue, presque des fois jusqu'à mi-cheville, tu vois, jusqu'à la cheville. Donc la chaussure était entièrement recouverte. Surtout dans les dernières parties du parcours, on double beaucoup de concurrents et du coup, en fait, il n'y avait plus trop le choix parfois. La façon la plus rapide de doubler, c'était de traverser les endroits les plus boueux. Donc voilà, les chaussures sont remplies de boue, mais de toute façon, après, il faut juste les laver quand tu arrives le lendemain chez toi, quoi. Mais la boue gêne pas tant que ça, finalement. C'est souvent des boues assez liquides et pas trop collantes. C'est pas de la glaise non plus, hein. Le terrain n'est pas argileux, c'est plus des boues sableuses et comme ça. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la trace GPX sur la montre? Moi, je la mets. Pour la simple et bonne raison que si tu te perds, bah, tu es bien content d'avoir le petit bip bip qui te dit que tu n'es plus sur la trace. A priori, la Saint-Élion, c'est très bien balisé. Et pour moi, c'est même des fois plus facile de se repérer en course de nuit que de se repérer en course de jour, parce que les petits fanions sont réfléchissants et du coup, tu les vois vraiment très loin à l'avance. Avec ta lampe frontale, tu les vois même à 200 mètres, même s'il y a eu trois ou quatre courbes avant d'y arriver, tu les vois parce qu'ils réfléchissent de loin. Et du coup, en termes d'orientation, je trouve qu'on est souvent presque mieux, on est même des fois mieux la nuit sur une course que pendant la journée. Donc je la mets, mais c'est vraiment par précaution. Je la regarde pas vraiment pendant la course. Ça marche. Est-ce que je me focalise sur la respiration à cause du froid? Non, je me focalise pas sur ma respiration. Après, moi, j'aime bien porter une sorte enfin, un buff en mode cagoule, là, que tu mets derrière la tête et qui remonte jusque sur le nez. Je suis assez sensible du cou et des voies respiratoires, tu vois, ça brûle vite. Donc, je suis bien dans ma petite cagoule, là, voilà, mais je me focalise pas trop là-dessus. Est-ce que je peux donner un exemple d'entraînement type au seuil pour préparer la Saint-Élion? Ouais, bah pour ceux qui faisaient le coaching du coureur, là j'en ai donné plusieurs. Là où d'habitude sur des prépa trail classiques, on fait souvent du seuil en côte. On se fait, je sais pas, des 6, des 8, des 10 minutes en côte. Ça, c'est assez classique hein, pour préparer du trail.
Là, en revanche, sur la prépa Saint-Élion, je fais quelques sorties seuil plutôt à plat et j'en fais pas du tout en côte. Par exemple, ma sortie de samedi, ça ressemblait finalement à une prépa 10 km ou prépa semi ou prépa marathon. Donc, tu vois, c'était 12 minutes, 10 minutes et 8 minutes au seuil avec une récup de 3 minutes. Donc, ça, c'est un truc que je fais que pour préparer la Saint-Élion, qui est assez intéressant. Ok. Niveau nutrition, est-ce que j'utilise des protos? Est-ce que je démarre avec de la caféine pour tenir? Euh, j'utilise en nutrition, pas comme mon partenaire, c'est Decathlon, j'utilise de la nutrition de Decathlon que j'utilisais avant même que je sois chez Keeprun. C'est une nutrition qui est très bonne qualité, rapport qualité-prix qui est un des meilleurs. Et puis voilà, ils bossent bien. Euh, Ils sont en train de sortir des nouveaux gels, donc j'ai la chance de les avoir qui a quelques petites différences. Ils vont bientôt sortir en magasin. Voilà. Et dans tous leurs nouveaux gels, il n'y a plus de caféine, ils m'ont dit, parce que ils disaient que la caféine, en termes de pourcentage de dosage de caféine, il n'y avait pas d'effet. Ils ont fait des études qui n'avaient pas d'effet particulièrement important. Donc, je pense que je boirai un café chez Philippe, là, quand je vais dîner chez Philippe, chez mon coach. Et voilà, juste un café à 18h30, mais pas forcément besoin de caféine. Avec quelle montre je cours? Je cours avec une Garmin classique, je sais pas, je me souviens plus, Phoenix, quelque chose. Pas la dernière, hein. J'ai pas d'ar- je suis pas un fanat de la tech. Du coup, j'ai une montre qui a 4-5 ans, Phoenix 6, je crois. Est-ce que j'ai eu des blessures? Euh, j'ai J'ai tout le temps des toutes petites blessures, c'est-à-dire, si vous voulez, j'ai tout le temps mal quelque part. Voilà, le sport de haut niveau, c'est aussi ça, c'est réussir à s'entraîner malgré toutes les petites douleurs qu'on traîne. C'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi pour moi kiné ou aussi ostéo, etc. J'ai eu plein de petits trucs qui m'ont embêté, une cheville, etc. Mais rien de particulièrement, aucun truc qui m'a forcé à l'arrêt plus d'une journée. J'ai eu une petite maladie, un petit épisode viral il y a 2 semaines, non, la semaine dernière. Euh, j'ai vu qu'Antoine avait fait un réel, je crois, sur comment s'entraîner quand tu es malade. Et j'ai trouvé ça très bien. Euh, voilà, quand tu es malade, que tu peux pas faire grand-chose, et ben, en fait, il faut juste pas s'entraîner. Ça me paraît en fait évident. Déjà, t'as pas très envie d'aller au boulot, donc je vois pas pourquoi tu t'entraînerais. Le mieux, c'est de laisser au corps le temps de se reposer. Et puis, ben oui, en effet, tu vas louper une séance, tu vas louper 2 séances, tu vas louper 3, 4 jours. Ben, c'est la vie. Je veux dire, de toute façon, il fallait y penser avant, avant de tomber malade. Enfin, tu peux rien, quoi. Mais il vaut mieux laisser le temps au corps de se reposer plutôt que de rajouter en plus une contrainte euh, musculaire, une contrainte physiologique, et en fait de prendre le risque que la maladie dure vachement plus longtemps ou qu'il y ait des conséquences plus graves. Oui, puis la maladie peut avoir une incidence sur ta capacité d'adaptation, donc le fait d'être capable de tolérer ce que tu lui imposes en courant, et donc Ouais, tu voilà, risques de te blesser lorsque tu es malade, et c'est vrai que exactement. on reçoit pas mal d'athlètes courant janvier au cabinet qui ont forcé un petit peu. Oh là, il faudra débrancher un endroit. C'est bon? Je crois que tu Allez. es toujours sur ton téléphone, du coup ça fait Ouais, écho. Ah, Ouais, donc en janvier, on reçoit pas mal d'athlètes qui ont continué à courir tout en étant un petit peu malades avec un symptôme, des symptômes de grippe ou de Covid ces dernières années et qui finalement vont commencer à se blesser de cette façon-là. Donc méfiez-vous, c'est pas forcément le moment d'aller se mettre en séance d'entraînement. Prenez soin de votre corps, ce sera déjà très bien. oui. Et après, enfin, même moi, à mon niveau, on n'a pas c'est pas les Jeux Olympiques hein, qui nous attendent. Donc, je veux dire, voilà, ça reste on fait du trail parce que c'est notre passion et c'est du plaisir avant tout. Et il faut pas être plus royaliste que le roi ou essayer de vouloir à tout prix faire. Et pour moi, ça, c'est justement, si t'arrives pas à t'arrêter de t'entraîner quand tu es malade, ça veut dire que euh, ton équilibre de vie n'est pas bon. Ça veut dire que la course à pied prend trop de place dans ta vie.
que c'est devenu presque une addiction et que c'est pas bon. Voilà, normalement, quand tu es malade, t'as pas envie de t'entraîner. Et même si en tête, tu t'agamberges et tu te dis ah, j'ai loupé cette séance, ah, j'ai loupé cette séance, voilà, ne vous forcez pas, respectez votre corps, il vous remerciera le jour de la course. Toujours pareil, ne pas faire la séance de trop qui pourrait Oui, être exactement. contraignante pour le corps Exactement. finalement. À quoi penses-tu pendant la course? Ce qui te permet de tenir le rythme? Je réfléchis pas trop pendant la course. Je suis hyper concentré. Il y a pas trop de pensées parasites. Ouh là, j'ai plus que 1% de batterie. Il faut que je me branche. Hop, pardon, je suis désolé. Du coup, je disais, je À suis la hyper vitesse où il concentré. va, Thomas, il n'a pas le temps de réfléchir. Non, il y a vraiment pas le temps de réfléchir. Je suis très, très, très concentré sur l'endroit où je mets les pieds, etc. Du coup, quand je réfléchis plutôt à la façon dont se comporte mon corps. Donc, je dirais, je réfléchis à ma foulée, qu'elle soit propre. Je réfléchis à ma respiration. Je réfléchis je réfléchis beaucoup à quand manger, quand boire. Et puis ensuite, il y a toute la réflexion en termes de stratégie par rapport aux autres. Tiens, lui, il est en forme. Tiens, est-ce que j'accélère un petit peu? Tout ça, c'est plutôt l'aspect stratégie qui est un peu excitante, qui est rigolote aussi en course à gérer. Un peu jeu de stratégie finalement. Mais sinon, il y a très peu de pensées parasites. Hein. Enfin, parasites. Je pense pas à ce que je vais faire le demain ou ce que m'a dit mon épouse. Non, non, c'est juste je cours, quoi. Ça reste très borné. Hein. J'ai mes œillères pendant la course. J'ai du mal à voir ce qui m'entoure aussi. Voilà. À l'entraînement, c'est un peu différent, mais pendant la course. Est-ce que je change quelque chose dans la tenue pendant la course? Ah non, attends, d'abord, avant ça. Ah, mais j'en ai loupé plein. Les températures très basses, est-ce qu'il faut s'échauffer plus qu'une course normale avant le départ? Eh ben, malheureusement, c'est pas trop possible de s'échauffer avant la Saint-Élion au vu de la zone de départ. Comme je disais, tu es dans le hall, ensuite tu es dans la zone. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'échauffer. Même les élites dans le sas préférentiel, là, la zone est vite fermée pour s'échauffer. Donc, en fait, il faut juste considérer que les 5 premiers kilomètres pour sortir de la ville seront l'échauffement et pas trop partir vite. Mais bon, éviter de se faire un claquage, mais bon, un échauffement en réalité, est-ce que c'est vraiment nécessaire sur du trail de 80 km? J'en suis pas persuadé. C'est plus peut-être un échauffement psychologique que, que physiologique. Est-ce que je change quelque chose dans la tenue pendant la course? J'ai dit la frontale, j'essaie de la changer une fois. Et puis, peut-être que cette année, puisque je dispose de plusieurs paires de gants, peut-être que s'il pleut, je changerai de gants, mais on verra. Mais c'est pas. Départ à fond ou départ prudent dans les rues de Saint-Étienne? Alors là, c'est toujours une question un peu particulière parce que euh, on part en même temps que les relais et les relais, ben, ils courent donc beaucoup moins que nous et ils partent très très rapidement. Donc il faut identifier qui fait les relais, qui fait pas. Ça part vite, mais ça part pas à fond. Du genre, les premiers kilomètres sont courus aux alentours de 16-17 km/h. Mais pour moi, ça reste une vitesse de croisière sur laquelle je suis capable de courir à plat pendant plutôt plusieurs heures. Du coup, ça va vite, mais c'est pas non plus à fond, quoi. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions Tout à fait, rapidement, mais c'est tout bon. Et si n'hésitez ça pas, vous vous avez encore dérange 3 pas, minutes. Je vous laisse 3 minutes. 3 minutes, À 22 heures, j'irai parce me coucher. qu'après, après, moi personnellement, j'ai un petit peu faim, donc je vais aller manger. Aïe, 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 t'as pas mangé. Ah non, j'ai fini la journée de travail tard, comme tout kiné Ouais, qui se c'est respecte, dur. hein, donc Ouais. voilà. Et puis un webinaire, ça creuse. Il faut pour profiter de Ouais. la fenêtre Ah, métabolique. apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc est-ce que Seb ou Thomas voulaient un petit mot pour conclure? Ah bah voilà, on te Ah, demande une anecdote pour conclure ce webinaire. Une anecdote de trailer. euh, c'est compliqué, hein, mais je pense que plus qu'une anecdote, moi, je vous dis ce que j'adore, pourquoi je fais ce sport, mais c'est parce que j'adore être dehors, dans la nature, tout seul, à courir tranquillement, dans la montagne. Et c'est vrai que du coup, chaque sortie est une anecdote, disons. Après,
des anecdotes, j'ai rien qui m'a particulièrement marqué. Je suis désolé. Je suis peut-être un gars sans fantaisie, mais comme ça, là, y a rien qui me. Voilà, les seuls les souvenirs les plus marquants que j'ai en course et dans ma vie de trailer, c'est plutôt les émotions partagées avec mes proches, etc. Quand j'ai pu faire des belles performances. C'est vraiment le partage aussi sur les sentiers quand on ressent que toute une foule te suit et te regarde et notamment en Templier, là, c'était extraordinaire de sentir toutes ces personnes que tu as fait rêver, qui te clament, etc. C'est vraiment, ça participe beaucoup à ce pourquoi je cours. On court plus pour soi tout seul, mais on court aussi pour un peu pour les autres et pour les faire rêver. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Il y a concurrent oui, le Ventoux dans un mètre de neige, c'était mythique, mais bon, il y en a plein d'autres. Euh, le concurrent le plus direct, oui, il y a Baptiste Chassagne, qui est un amoureux de cette course. Voilà, c'est aussi son rêve de gagner la Saint-Élion. Porteur de Je la ne sais pas s'il Saint-Étienne, y sera cette je année. crois d'ailleurs, Baptiste Chassaigne. Voilà, je crois qu'il a beaucoup de choses qui le relient à cette course. Cette année, il y a quand même un plateau international. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde. Enfin, il y a un gros plateau élite. Il y a deux internationaux que vous connaissez peut-être pas, mais peut-être que si. Il y a Ben Diman, qui est un coureur de chez ASICS américain, qui a fait des très grosses perfs, aux États-Unis sur des courses iconiques. Il fait de l'ultra trail. L'année dernière, il avait fait troisième au Templier. C'est un coureur rapide, enfin comme tous les Américains, quoi, un coureur rapide, mais aussi endurant. Donc très fort. Et puis pour moi, celui qui fait le plus peur, entre guillemets, puisque j'ai pas vraiment peur, hein, j'ai hâte de faire la belle bataille, c'est Tom Evans, qui est un coureur anglais. Je crois qu'il est chez Adidas, lui, en fin de contrat chez Adidas. Et Tom, c'est un coureur extrêmement polyvalent. Donc c'est un gars qui sur marathon, je crois, vaut moins de 2h10. Euh, il était militaire, je crois qu'il est militaire, il a fait pas mal il a fait du cross, je crois qu'il a fait septième aux Europes de cross, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour moi c'est quelque chose qui est inenvisageable, hein, même pour un coureur élite comme moi. Septième aux Europes de cross, c'est un truc qui est extraordinaire. Alors je pourrais pas vous dire si c'était 7 ou 20, mais bon, enfin c'est un truc qui est extraordinaire, extrêmement bon sur marathon. Et à côté de ça, c'est un coureur qui est capable qui a gagné la Western States, il me semble, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. L'année dernière, attends. Pas l'année dernière, je crois. Enfin, il a gagné les Western States, c'est sûr. Donc voilà, quand on arrive à être un coureur qui est capable de faire parmi les meilleurs Européens sur un effort de 30 minutes, puis ensuite d'être un des meilleurs mondiaux sur 160 bornes, voilà. Je pense que là, il y a un gros client. Voilà. Après, ces deux adversaires, ils sont jamais venus sur la Saint-Élion. Je vous ai expliqué que c'est une course particulière. Il peut se passer plein de choses. Voilà, j'ai absolument pas peur. De toute façon, j'ai rarement peur d'un adversaire. Disons que je suis plus content parce qu'ils vont m'aider à me dépasser. Voilà, et puis Baptiste, je le connais bien, donc si on peut partager un moment de course ensemble, ça sera agréable. De toute façon, à la fin, ça sera le meilleur qui gagnera et je serai pas déçu, même si je suis pas sur la plus haute marque, tu peux dire. Eh ben, c'est parfait. Ouais, il y a Merci. Lambert aussi, ouais, c'est vrai. Ah, la Voilà, Corse. C'est voilà. le La Corse La Corse. qui Corse, ouais. Ouais, Lambert, il est fort. Je le connais pas personnellement, et puis j'ai jamais couru contre lui, donc c'est vrai que on verra sur, on verra sur le terrain. Voilà, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour mes adversaires, parce que voilà, c'est aussi dans ce sport, c'est pas forcément les adversaires qui comptent, mais plus toi face à la nature et à l'effort. Donc, il faut les respecter. Puis si quelqu'un est plus fort que toi, ben, c'est l'occasion d'apprendre. Voilà, Très belle conclusion. Ben, merci Thomas. Merci à tous d'avoir messieurs, suivi dames. ce webinaire. Ouais. Et Merci puis tout. merci Seb aussi d'être intervenu et puis pour toutes les petits tips également que tu nous as donnés. Je vous Bon, souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc, juste pour info, Tom Evans a gagné la Western en 2023, Thomas, donc l'année dernière. ouais.
Donc l'année dernière. Ouais, donc c'est Voilà. quand même un sacré Donc, il y a palmarès qu'il un a. sacré palmarès, effectivement, sur Ultra et sur du plus court aussi. Donc, voilà. Ouais, ouais. Euh, Bonne soirée à tous. Merci pour tout. Et puis, bonne course à tous ceux qui vont courir la Saint-Élion dans 2 semaines. Amusez-vous bien, couvrez-vous bien. Et puis, vous avez tous les petits conseils qu'il faut grâce à Thomas ce soir. Donc, merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Seb. Et très bonne soirée à tout le monde. Au Salut revoir. tout le Allez, à monde, bientôt. à très bientôt.